presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Salut à toutes, salut à tous, c'est Comanche sur Club Poker Radio, en direct comme tous les jeudis, en français et en compagnie de mon chichi. Hello my chichi, how are you? Hello my Comanche, ça fait plaisir de retrouver le français. Ah oui, et puis j'ai plus la crève aussi, ça c'est cool. Ah, je l'ai encore un petit peu. Voilà, donc on se remet de nos... Oui, parce que la semaine dernière on avait Doug Polk, et après on a essayé de communiquer, lui en anglais et nous dans un... Je crois que c'était de l'anglais. Écoute, il a rigolé à certaines blagues. Je pense qu'il les a pas compris. je ne sais pas. Je pense qu'il les a pas compris. En tout cas, c'était très très cool. J'en profite pour dire, pour ceux, vous pouvez l'écouter évidemment en podcast. Quand est-ce que ça sort? Voilà, la traduction, ça met 1000 ans. C'est très long, c'est très chiant, c'est très casse-couille. Donc ça va arriver. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Et sinon, il y a le podcast. Allez écouter un podcast. C'est clair. En podcast, pas besoin de... Si vous êtes bilingue. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Xavier PX. Salut PX. Alias Black Ops. C'est ça. Merci d'être avec nous pour cette belle journée du mois de décembre. J'ai envie de prendre cet accent. Conclure l'année 2025. C'est la dernière émission de l'année. Merci d'être avec nous. Et à côté de toi, un vieux briscard qu'on a l'habitude de recevoir dans ses fauteuils. C'est Aladin Exala. Salut Aladin. Presque à la. Oui, mais c'est comme l'anglais. Ouais, c'est de l'anglais. Et tu sais, je me suis dit, vas-y, je tente le nom de famille ou pas. Mais j'étais trop fougueux. Aladar, c'est plus facile. C'est ça. Bah écoute, salut Comanche, salut Chichi, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Bah écoute, c'est toi qui t'ai invité. Il est sympa, c'est lui qui s'est invité. Merci beaucoup d'avoir accepté que je t'invite. Avec bonheur, avec plaisir. Avec bonheur, mais ça fait toujours plaisir. Bon, on va faire un peu plus connaissance avec ton binôme ici, PX, parce qu'on te connaît moins qu'Aladin. C'est quoi un petit peu ton histoire, PX, avant le poker, avant tout ça, parce que tu as fait beaucoup de choses. Oui. Donc notamment, il va y avoir l'anecdote. Normalement, il y a des vidéos cascades, il y a des vidéos humour. On a regardé la présentation, c'est dit, il y aura des anecdotes. Ah ouais, là c'est incroyable. Donc c'est quoi un petit peu ton histoire à toi? Ouais, mon parcours, ça a été, on va dire, à mes 18 ans. J'ai tourné plutôt dans des films d'action. Je faisais cascadeur, chorégraphe de combat. Ça va beaucoup trop vite. À 18 ans, j'étais à Beverly Hills. Je tire la main à Brad Pitt. C'est clair. C'est vrai que dit comme ça, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, cascadeur, machin. Mais c'est vrai, franchement, j'ai vu des photos. Toute la semaine, ils m'ont challengé. À chaque fois que je leur racontais une anecdote, ils étaient là. Non, mais attends, mais c'est pas vrai. C'est Serge. Tu connais Serge? Bah non, lui, c'est Serge. Obligé de montrer les photos, les vidéos et tout ça. Donc maintenant, c'est bon, ils comprennent. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je raconte sur Internet. Attends, avant de te lancer 18 ans cascadeur, déjà, comment on arrive à devenir cascadeur? Ok, ça, l'histoire est la plus belle d'ailleurs. C'est vraiment. Et t'allais la sauter. Voilà. Merci. Nous, on veut le chemin. Le chemin, en fait, c'est simple. Problème de santé à mes 17 ans. Donc je suis opéré, je suis obligé d'arrêter les cours. J'étais premier de la classe, obligé d'arrêter les cours parce que un an quasiment, je suis obligé de dormir 16 heures par jour. Les médicaments, ils me mettent HS. Donc je me retrouve à devoir trouver un boulot rapidement, etc. Un boulot et un passe-temps. Voilà, boulot, je passe un diplôme de sécurité, je fais quelques petits boulots dans la sécurité. Mais évidemment, je cherche un truc qui m'anime et donc j'essaie de me reconstruire via les arts martiaux. Donc je suis pas quelqu'un qui, avec ce que j'avais eu en fait comme opération, je pouvais pas non plus faire des sports de combat directement, donc j'essayais de me concentrer sur l'artistique et du coup on commence à faire des petits entraînements chez soi, on fait des vidéos, on les passe à des clubs qui vous présentent des champions, qui se disent tiens là on va tourner des petites scènes nous pour une bande démo, pour présenter à des réalisateurs, pour de temps en temps faire des petits courts-métrages, puis des moyens-métrages, puis des films qui vont en festival et puis parfois des grosses prods en fait, et au fur et à mesure on présente en fait des CV vidéo de plus en plus qualitatifs avec des scènes de combat de mieux en mieux illustrées avec et après on commence à créer nos propres scénarios, etc. Donc t'es vraiment autodidacte même dans cette branche là. Au début c'est comme ça que font quasiment tous les cascadeurs, ça part en général de petites vidéos pour s'amuser, et à l'époque il y avait pas, c'était Dailymotion, il y avait pas on filmait pour avoir une caméra de qualité, c'était pas on sortait notre téléphone, c'était vraiment compliqué, il fallait louer du matos, c'était très cher. Donc c'est comme ça que ça a commencé, et finalement après j'ai fait 2 petites années comme ça. Attends, c'est quoi ta première, tu te rappelles, c'est quoi ta première cascade?
Qu'est-ce qu'on apprend quand on veut être cascadeur au début? Qu'est-ce qu'on apprend? Moi, j'étais plus vraiment sur les mouvements martiaux. Je faisais un peu de cascade, mais c'est pas là où j'étais le plus fort. C'était vraiment, on apprend, je sais pas, à être souple déjà, à faire le grand écart. On apprend à chuter aussi un petit peu sans se faire mal. On apprend à feinter. On apprend aussi à jouer la comédie légère. C'est-à-dire que souvent, on se rend pas compte, mais un comédien qui fait n'importe quoi, je sais pas si vous avez déjà vu cette scène dans Dunkerque de Nolan où on voit un des comédiens qui est mort de rire, qui est comme ça, qui sourit au moment où il voit l'avion arriver. C'est quelque chose d'assez connu. Un comédien, ça peut te ruiner une scène en réalité. Fais gaffe, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Il suffit de un petit truc comme ça. Donc on apprend en fait, en tout cas pour les tout petits rôles qu'on a, à être déjà dans le mood, à pas regarder la caméra aussi, des choses comme ça. Et puis, après les cascades, il y a de tout. On apprend aussi vraiment à être en sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de blesser l'acteur principal. On n'a pas le droit de se blesser soi-même si on commence à être vu visuellement. C'est-à-dire si on peut être reconnu visuellement, qu'on commence à avoir ce qu'on appelle des silhouettes, des petits rôles. Ça, on doit vraiment faire en toute sécurité, quitte à refaire plusieurs fois, quitte à avoir des fausses armes. Voilà. Et donc à ce moment-là, t'es chez toi. C'est pas ton taf encore, tu gagnes pas ta vie avec ça? Non, d'ailleurs j'ai jamais vraiment gagné ma vie avec ça, hein. C'est vraiment, c'était la sécurité qui me payait le boulot, enfin qui me payait le loyer, pardon, et par contre, déjà à l'époque, le poker était présent. Ah ouais, déjà? Déjà à l'époque, le poker était présent. Ça arrive trop vite, attends, mais t'as quel âge? À ce moment-là, j'ai 18-19 ans. Et à ce moment-là, maintenant, t'as quel âge? Là, j'ai 35 ans. D'accord. Donc, oui, il y a un paquet de temps quand même. Ouais. Tu joues depuis longtemps, d'accord. Mais avant d'arriver au poker, parce que je veux dire, on va profiter quand même d'avoir un cascadeur. Il y a d'autres casquettes qui arrivent. Il y a d'autres cascades qui arrivent, mais alors attends, on parle cascade, tu parlais de moyen métrage, long métrage, où est-ce qu'on a pu te voir? Dans des films de Luc Besson, tu peux me retrouver. Ah ouais, genre quoi? Des trucs les plus connus, dans le 13, tout comme ça. Ah ouais. Du coup, t'as tourné avec David Bell, avec les Yamac, avec Cyril Raffaelli. Dans le 2. J'étais trop jeune pour le 1. Ok. Et donc, tu fais quoi dans le 2? Tu vois cascade, non? Tu vois des petites cascades. Tu te fais casser la gueule? T'as du mal à te reconnaître en fait. Parfois, tu tournes dans des films, t'as du mal à trouver la seconde où t'es. Parce qu'il y a plein de scènes, il cut. Et tant que t'as pas un vrai rôle, tu fais partie d'un environnement. Tu vois, t'as 30 mecs, tu dis, je suis là, faut mettre pause et tu vois ta petite tête derrière. Maman, regarde, c'est moi là! Est-ce que t'as déjà eu des grosses frustrations de, t'es là dans un film, tu fais ta cascade, tu fais ta scène, et c'est coupé tu regardes le film et il y a rien. Et t'es pas j'ai eu une frustration comme ça. J'étais venu à Paris, j'avais galéré. En fait, il y avait un train qui était pas là. J'avais pris 3 heures d'avance. Tu venais de Melun ou pas? Je venais de Melun. Il faut savoir qu'ils arrivent de Melun. Ils sont en retard. Ils sont venus en voiture de Melun et ils ont galéré. J'habite plus Melun, mais à l'époque, et pourtant. C'est juste pour casser les couilles d'Aladin. En fait, il habite à Paname. Il est allé à Melun juste pour te faire chier. Et vas-y, on prend Uber. Donc c'est arrivé. Donc c'était pour un film avec Jean-Pierre Mocky, je sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Voilà. Donc c'est connu comme quand même un peu un radin. Je vais pas parler parce qu'il est décédé depuis, mais, voilà, il était réputé pour ça. D'être assez dur aussi derrière la caméra. Voilà, etc. Et donc du coup, je me rappelle cette scène où je vais sur un restaurant à Paris, on a un tournage. Et il était à fond en fait sur un truc de poisson. Il y avait un énorme aquarium au milieu. Il voulait prendre le plan de quand le couple il arrivait avec un poisson. Et donc tout le monde se positionnait à chaque fois pour être quand même un peu vu parce qu'on était une trentaine de figurants et on était venus en bénévole. C'est-à-dire qu'en gros il y a une petite annonce et on s'est dit Jean-Pierre Mocky, j'ai pas tout le temps l'occasion, je vais avoir mes autres amis. Mais alors là c'est pas cascadeur, c'est en mode. Ah ouais, j'étais là venu figurant. Okay, mais tu vois, mais sur la cascade, j'ai jamais eu trop de frustration. Si quand t'es grimé et que du coup on te reconnaît pas et que t'es obligé de montrer des photos du making of pour montrer que t'es cette fois qui a participé, c'est toujours un peu bizarre, mais on va dire que cette frustration-là, il a refait 50 fois la scène où il voulait absolument que ce soit le moment où il y a le poisson qui passe. Et comme par hasard, tout le monde avait fait une pause et les actrices, elles étaient parties se faire remaquiller, etc. Et quand il a commencé à dire on tourne, c'est la seule fois où j'ai pas réussi à me mettre où on voyait mon visage, où il y a des figurants qui ne sont pas devant qui ont profité. Donc celle-là, j'étais venu j'ai passé 6 à 8 heures debout juste pour lui faire plaisir. Et il y avait un bon catering ou pas quand même? Après, l'actrice principale était connue, elle passe sur TF1 maintenant. Le film s'appelait Le Menteur à l'époque. Ok. Et on a pu te voir dans d'autres trucs un peu plus des rôles un peu plus conséquents? Rarement. En fait, vu que j'avais 18 ans, tu sais, j'avais pas le physique, je suis assez fin, j'ai pas le physique spécialement d'un gars qui va, j'ai pas un physique marquant, je suis pas asiatique, je suis pas, donc tout ce qui est arts martiaux, finalement, parfois je jouais le petit débutant, etc. On me voit 5 secondes, on me voit,
Mais finalement, c'était plutôt dans l'ombre. Et la partie chorégraphie de combat, ou la partie un peu préparation de certains acteurs, on va dire, où je les aidais surtout sur les armes japonaises, en fait, à faire des mouvements sur les armes japonaises, voilà, ou des petits conseils, etc. Et on est toujours beaucoup, en fait. On n'est pas seul, je peux pas m'attribuer à chaque fois. À part pour les armes japonaises, la plupart du temps, il y a un directeur de cascade, voilà, un coordinateur de cascade, quelqu'un qui vient, il y a Puis ça, de la régie partout qui accompagne. ça, pareil, je peux témoigner, il a un nunchaku chez lui, il a sorti, il a fait... On a des plans. J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? On a tourné des plans, ils ont choisi, il y avait toute une étagère d'armes, ils ont choisi les armes, il a dit vas-y fais le nunchaku. Il y avait un flingue. Ça je le manie super bien celui-là. Donc, ok. Et qu'est-ce qui fait que t'as un peu lâché ça? Est-ce que t'as essayé aussi quand même, je sais pas, d'aller prendre aussi des cours de théâtre pour peut-être pousser un peu ta carrière d'acteur et pas te sans dénigrer ça, mais pas te contenter à des doublures ou à genre de trucs, quoi. Bah en fait non, manque de confiance en soi. Tous les tournages où j'allais, c'était des amis qui me prévenaient, etc. Et je trouve que si rétrospectivement, quand je regarde toute ma carrière, que soient les thèmes, à chaque fois j'ai eu beaucoup de chance que quelqu'un soit venu me chercher. Ouais, c'est on des en parlera rencontres, plus tard. finalement. Même, ça a été le même cas pour notre projet avec Aladin, on en parlera plus tard. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Chaque étape qu'on va peut-être parler aujourd'hui, vous allez voir, c'est une bonne rencontre au bon moment, un bon moment de ma vie où j'avais rien d'autre à faire. Et par contre, une fois que je suis en contact et que je suis avec la personne, c'était à fond. Donc ça marchait à chaque fois. YouTube, ça a été pareil, les choses comme ça, on va sûrement en parler plus tard. Mais justement, on va continuer un peu avec toi. C'est que tu une chaîne, donc tu avais une chaîne YouTube qui avait pas mal d'abonnés, une trentaine de milliers, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, elle est vieille. Enfin, j'imagine qu'elle est laissée. Non, tu t'en sers. Je m'en sers plus et encore, ça va peut-être revenir en janvier. Ok, le d'accord, teasing. ok. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu te pousses à un moment, tu te mets à faire des vidéos sur YouTube? Ok, je sors énormément de blagues. Mais vraiment, énormément. Ils ont, avec le cadreur... Il a levé les yeux au ciel. Énormément de jeux de mots. Il nous a fatigués avec ces jeux de mots pendant une semaine. Mais c'est une technique de combat, ça aussi. Technique Il y a les nunchaku et il y a aussi les blagues. Et au bout d'un moment... Tu sais, c'est comme à la table au poker, tu satures de donner ton adversaire. Et au bout d'un moment, il rigole. C'est ça. C'est la strat. Et il espiou. Ouais, c'est ça. Donc non, j'avais envie de partager, j'avais plein de choses, j'avais envie de partager ce que j'avais fait dans le cinéma, beaucoup les blagues et un peu les arts martiaux, et voilà, j'avais plein d'idées de concepts. Donc du coup, je me suis dit, je me lance sur YouTube, et j'ai trouvé le bon filon, en fait, d'improviser des jeux de mots sur les jeux vidéo. Et ça, donc Black Ops, ça vient de Call of Duty. C'est ça, des blagues sur Call of Duty Black Ops. Voilà. Y a pas... c'est un petit sample du basique. Du basique. C'est ça. Et donc, parce que Call of Duty, c'était pareil, c'est gros joueur de Call of Duty. Pas vraiment, mais en fait, à l'époque, il n'y avait pas énormément d'humoristes sur YouTube. Donc, faire de l'humour quand on le faisait sur le jeu vidéo, ça assurait en fait une audience. Et vu que Call of Duty était le jeu le plus joué, je me suis retrouvé à avoir en fait mes vidéos qui étaient tout le temps en page d'accueil. C'est-à-dire que ce que tu vois pas, c'est que sur ma chaîne YouTube, c'est plus une sauvegarde, on va dire, de mes vidéos. Mais il y avait une grosse chaîne communautaire qui s'appelait Play Comedy Club qui a fermé parce qu'ils mettaient trop de parodies, donc avec les droits d'auteur à un moment sur YouTube, ils ont pris trop de strikes. Mais en fait, ils avaient plus d'1 million d'abonnés et mes vidéos faisaient entre 500 000 et 3 millions de vues. Donc j'étais j'étais équivalent à Cyprien, Squeezie, tout ça. Il y avait Rémi Gaillard qui était complètement au-dessus à l'époque et c'était vraiment une grosse audience. Oui, quoi, c'est un gros truc. Tu gagnais de l'argent avec ça? Ouais, je gagnais un petit peu, mais pas énormément. C'est pareil, il n'y avait pas encore les placements de produits, il n'y avait pas encore un gros revenu par rapport en fait au nombre de vues que tu fais. Il n'y avait pas tout le système en place et c'était vraiment pas facile, tu vois. J'avais remplacé Squeezie sur une émission qui s'appelait Patine avec les stars, où ce qui était la version un peu YouTube, qui était comme ils font maintenant Danse avec les stars, machin. Ils avaient fait une saison, je crois, sur, je sais pas, c'était ça me parle, moi aussi. Ils avaient fait une fois une saison, mais c'était pareil. C'est-à-dire qu'en gros, on avait des patinos pro qui venaient, on a Philippe Candeloro qui nous, et on était 4 youtubeurs qui venaient, qui nous testaient sur une chorégraphie. Sauf qu'on s'entraînait une journée, on s'entraînait plusieurs semaines, quoi. D'accord, oui. Donc tu savais ça, toi? Ouais, je savais pour la chaîne. Mais la chaîne YouTube, je l'ai découvert il y a pas longtemps, en fait. Parce que moi, je suis pas du tout dans l'univers jeux vidéo, tout ça, c'est pas mon. Toi, c'est plutôt tout ce qui est la méditation, les échecs. Ça, voilà. Ouais. Non, mais la bonne bouffe. Même les mecs qui sont super connus streamers et qui viennent jouer au poker, tu vois, qui ont des contrats et tout. Moi, je sais jamais qui c'est, tu vois. Mais t'inquiète, moi non plus. Quand il y a Skyheart. Ouais, il y a Skyheart. Ouais, c'est qui ça? Maintenant, tu connais. Ouais, maintenant je connais. Skyheart, ça va bien.
League of Legends. C'est tout. Voilà, et donc, mais après, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, qu'il avait une chaîne, et donc, mais comme c'était un des youtubeurs les plus connus à l'époque, vu que ça elle a combien de temps C'était il y a 12 ans. Elle a 15 ans, et ça Ouais. fait 12 ans la dernière vidéo. Ouais. C'était pas c'était celle qui était le plus montante, tu vois ce que je veux dire. ok. Dans les jeux vidéo, ça montait vraiment bien. Et puis les sketchs sur la chaîne, ça faisait vraiment. Et qu'est-ce ça faisait qui pas fait que d'accueil, en t'arrêtes fait. du coup Ouais. alors ça marche Alors, aussi bien? En fait, ça payait pas énormément. Ça prenait énormément de temps parce qu'en fait, je faisais des jeux de mots à chaque fois improvisés. Donc, pour avoir en fait les circonstances, je me suis retrouvé un peu comme Greg Guillotin. Quand tu commences à faire des canulars, à faire des jeux de mots improvisés à des personnes et que du coup, ils connaissent ta voix, ils connaissent le jeu où t'es, ils connaissent parfois tes pseudonymes, etc., sur lesquels tu joues, tu sais pas si c'est vraiment leur réaction ou s'ils font exprès pour passer en vidéo. Ouais. Donc, tu commences à voir ça. Et là, le truc qui a été le plus dur pour moi, c'est le montage. Le Et montage. tu faisais tout seul? Ah ouais, quand tu tournes 6 heures d'enregistrement de parties où tu parodies, etc., les trucs, qu'il y a les bugs techniques, les gens qui ont des mauvais micros, les gens qui déconnectent, tu fais des blagues que tu as déjà sorties qui sont pas ouf. Donc tu commences à ça et tu as 8 heures de rush et tu fais ça, il te faut 3 semaines à 1 mois de rush pour sortir un condensé de vidéo de 5 minutes parce que j'étais un des premiers à faire des cuts où toutes les blagues s'enchaînaient. C'est-à-dire que maintenant c'est devenu normal. Il y a 15 ans, il n'y avait pas comme ça, en fait, tu regardais une vidéo, le gars il faisait une blague, t'attendais 30 secondes, 1 minute pour une autre blague. Et moi ça s'enchaînait, c'était vraiment toutes les 5 secondes, t'avais un best-of des moments avec juste peut-être les circonstances juste avant pour qu'elles soient compréhensibles. Mais t'avais vraiment ça, et ça il y en avait très très peu en fait des vidéos comme ça. C'est ça qui avait fait, je pense, que ça cartonnait parce que c'était vraiment un format très court, très, très intense en humour. Et puis c'était des jeux de mots que les gens n'avaient pas l'habitude. C'était des trucs improvisés par rapport aux circonstances et à des mots de Call of Duty par exemple, ou à des mots de voilà, donc où ça mélangeait politique, ça mélangeait tout. Et ça te manque. Vraiment... On voit que ça te manque. Ouais, je me suis jamais arrêté. C'est ça qui est fou. Et puis quelques mois, plusieurs personnes me disent mais tu sais que tu aurais une GoPro sur toi, tu filmerais l'ensemble des trucs, à la fin tu dérusherais, tu ferais un best-of tous les jours, ou tu aurais un monteur qui te le fait maintenant parce que c'est possible. Que maintenant voilà, tu as toute l'économie autour, tu as des monteurs, des miniaturistes, il y a tout ça quoi. C'est ça. Et puis j'ai de quoi investir. Enfin, et puis c'est un kiff quoi. C'est un kiff. C'est pareil, faudra faire du volume de blagues. C'est comme les MTT, c'est que pour qu'il y en ait une bonne, il va en faire 25 qui sont pas drôles. Quoi. Donc quand en fait toute la journée, toi tu tapes les 25 pas drôles et puis il y en a une qui est pas mal, tu vois. C'est lui qui dérush mes blagues en fait. Je lui sors et après je prends un best-of. Il boit de l'alcool là derrière. T'es l'AB testeur. Attends, et en regardant ta chaîne YouTube, il y a un truc qui revient souvent, c'est un clash avec Cortex. Ouais. Et je pense que j'ai pas, moi comme c'est vieux, tu vois, j'ai pas saisi l'origine du truc. Déjà Cortex ça parle pas à tout le monde parce que ça c'est Tu connaissais toi? Ouais, je connaissais vite fait. En plus je savais même pas trop. Tu sais que c'était un mec qui faisait un peu des clashs, c'était il faisait un peu du rap. Ouais. Non, il faisait du rap ou pas du tout? Ouais, c'était un rappeur. Ouais, mais enfin, il était surtout dans le buzz. Il essayait de faire un peu de buzz. C'est ça, mais en fait, en gros, pour faire simple, pour avoir des réactions des personnes, pour pouvoir faire des blagues, il fallait pas juste que bien là, je tire, là, je t'ai tué, machin. Sinon, j'ai aucune blague à sortir au bout de 2 épisodes. Donc, j'avais besoin que les gens aillent sur différents thèmes. Ils changent les mots qu'ils utilisent, ils changent les insultes, ils changent les thèmes qu'ils abordent, ils changent, que je crée des discussions avec eux pour pouvoir leur répondre en jeu de mots. Et ça, il fallait, en fait, pour pouvoir avoir des réactions, j'ai testé plusieurs trucs. Et il y avait un truc qui avait fonctionné, c'est Cyprien, la vidéo la plus vue sur le YouTube français, c'était Cyprien qui clash Cortex. Ouais, si je m'en souviens. Elle avait fait 23 millions, je crois, à l'époque. Elle avait dû augmenter encore, elle a encore dû augmenter. Et donc, du coup, je cherchais. Et une fois, je me suis dit, vas-y, je vais faire genre, j'ai mis Cortex, j'avais quelques répliques qu'il avait dit. Je fais genre ça. Et après, je sors mes blagues comme si c'était lui qui les sortait, mais je sors des jeux de mots improvisés. Et en fait, ça a cartonné dès le premier épisode, ça a fait genre 200 000 vues. Et j'en ressors un, ça fait 350 000 vues. J'en ressors un, ça fait 600 000 vues. J'en ressors un, ça fait 1,2 million. Et là, il commence à y avoir les gens qui disent bon, tu te mets beaucoup sur Cortex, machin, est-ce que tu serais pas raciste? Tu vois? Ah oui. Donc je me dis bah non, en plus il habite pas très loin de chez moi. Je lui envoie un message et tout ça. Il me dit j'adore tes parodies, machin. On se retrouve, on fait genre qu'il n'est pas au courant, etc. Alors que c'est lui qui cadre. On fait on fait un petit truc parce qu'en fait c'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux. Tout le monde pensait qu'il était un peu sérieux. Évidemment, il fait du rap, évidemment, il dit quelques trucs qu'il pense un petit peu de temps en temps, mais la plupart du temps, en fait, il était second degré. Okay. Et les jeunes de l'époque ne le savaient pas, n'en prenaient pas conscience. Et donc du coup, je vais le voir, on tourne une vidéo, et là,
plus de 3 millions de vues sur la vidéo, page d'accueil pendant 2 semaines. D'accord, en section humour. Donc ça a été le truc, voilà, et c'est devenu un ami. C'est même lui qui m'a dégoté la place dès que Squeezie était indispo sur le patin avec les stars. Donc franchement, c'est un gars très bien. Je prends des news tous les 2-3 ans. Voilà, il me raconte sa vie. Toujours la même. Okay. Lui, ça n'a pas bougé. Lui, ça n'a pas bougé. C'est toujours au canal, il n'a pas bougé. Tu lui demandes, comment ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie, on est là. On est là. Tu sais ce que ça veut dire. T'inquiète. Voilà. Normalement, il y a un t'inquiète qui vient. Voilà. Donc, il est au Canada au Canal. Non, je pense pas. Non, au Canal, c'est le quartier. Il est au Canal. J'ai entendu le Canada. Je me suis dit, oh, la transition que je vais faire avec Canada, elle est géniale. Et elle est ratée. Attendez, je crois qu'il est au Canada là. Ouais, je viens de regarder, il est au Canada. Ben, c'est incroyable parce que toi, Aladin, le Canada, je connais bien. Quel hasard. Quel Incroyable. hasard. Bon, Aladin, nous, on t'avait quitté quand t'avais terminé ton contrat avec Winamax. Ouais. Qui avait duré pas mal puisque t'avais réussi à re-rentrer dans la. Je sais pas comment t'avais fait. On le dégage. Il revient. Ouais. Il revient. Et franchement, c'était magnifique. J'ai jamais vu une incruste aussi magnifique. C'est la soirée, mon gars, il y va. Il y va à la soirée, j'en ai rien. J'ai dit, je vais rentrer. Tu sais, ça me fait penser au mec. Tu sais, la vidéo, le gars qui veut jouer dimanche là. Oh, personne me nique mon plaisir ici. Moi, je vais jouer. Dimanche, viens. Elle est incroyable cette vidéo. Je joue. Ouais, dimanche. T'es qui toi? T'es fou. Les gens n'ont pas la ref. Mais calme-toi. C'est clair qu'il était très énervé. Et on saura jamais s'il a vraiment joué ou pas. Moi, je pense qu'il a joué. Moi, je le faisais jouer. Hein. Tu vois la ref, t'as la ref. Donc voilà, donc tu... En fait, t'as gagné la Top Shark. Ouais. Et quelques années, c'est quoi, 6 ans après, tu la regagnes? Non, 2 ans après. 2 ans. Ouais. Le temps passe vite. Celle d'après, j'étais encore Team Pro. Donc, en plus, j'étais au stade 4. Enfin bon, bref. Et l'année juste après, je regagne direct. Et tu regagnes direct. Ouais. Coucou. Coucou, c'est moi. Et tu re-signes, mais en plus tu restes 2 ans dans cette fois-là. Ouais, ils m'ont re-signé 2 années supplémentaires. Ouais, donc chose qui était pas, c'est pas arrivé souvent. Donc c'est gage de qualité. Ouais, c'était vraiment une super aventure. J'en garde que des bons souvenirs quasiment. C'est clair, c'était. Essaie de t'en rappeler parce après je vais te demander tes mauvais souvenirs et tes meilleurs souvenirs. Ouais, et après donc ça se termine. D'un commun accord ou c'est plutôt d'un commun accord, ouais, ils étaient un peu plus d'accord que moi. Non, moi en fait vu qu'ils m'avaient renouvelé 2 années de suite, c'est vrai que je me disais c'est parti, je pensais peut-être faire encore au moins une 2-3 années, de plus quoi. Donc ouais, je pensais que c'était parti. Et puis après Wina ça pardonne pas en fait, ce qu'il faut c'est vraiment faire une perf. Il faut gagner un tournoi live, il faut que tu gagnes. Il faut que tu gagnes un truc, tu gagnes un bracelet, que tu gagnes un EPT, tu as un deep run mémorable ou alors faut qu'il y ait vraiment un coup d'éclat magistral. Je suis passé pas loin la première fois puisque j'avais deep run le PT Monaco, j'avais deep run un WPT, mais t'as fait que 2e. Ouais, non, mais même si c'est 2e, par exemple, tu finis 2e d'un EPT, ça aurait pu passer. Oui. Ouais. Mais bon, voilà. Et encore, je suis même pas sûr parce que finalement, on se rappelle que des premiers, hein, en vrai. Ouais, c'est vrai. Mais si par exemple tu fais 2e, tu prends 1 million, tu vois. Oui, ça, un gros, un EPT Monaco, exactement. Un gros tournoi. Ou alors une table finale marquante. Ça. Oui, tu vois, regarde Lucille Cailly qui fait 2e de Monaco il y a 10 ans, et elle prend 1 million. Voilà, tout le monde se rappelle de ça. Voilà, on se rappelle. Moi, d'ailleurs, même à ce moment-là, je commençais à peine le poker, je pense. J'avais entendu parler de sa perf. Et elle, ensuite, je l'ai jamais vue, moi. Après, elle a gagné ça, elle a pris son million, elle s'est barrée. Son petit braquage. Et elle allait faire du stand-up en Angleterre. Mais non. Ouais. On l'embrasse, Lucille. C'est vraiment une des membres, une des membres éminentes du club poker. C'est pilier de la maison. Ouais. Donc tu renouvelles pas parce que pas de perf, ou t'aurais pu aussi tu sais, des fois avec les réseaux sociaux aussi je sais pas, te démarquer. Ouais. Mais en fait j'imagine que c'est il y a la première année où ils me renouvellent, Covid, donc personne joue en live. Donc là, en fait, je m'étais bien débrouillé en streaming. On faisait un peu plus de stream. C'est l'année de Léo. C'est quand Léo il y a 2 écoles. C'est ça. Quand il gagne. C'est quand il gagne et qui fait aucun. Et ouais, il a fait aucun event, le pauvre. Ouais. Donc après, avec le streaming, ça se passait bien, ils m'ont renouvelé. Mais là, c'était encore la fin Covid, donc il n'y avait plus beaucoup de live. En gros, il restait Vegas. Donc il fallait perfer sur Vegas, quoi.
Et pareil, quelques deep runs aussi. J'avais fait beaucoup d'ITM, mais pas un truc marquant. Donc, ils ont choisi de ne pas me renouveler. Dans un sens, il y a aussi des avantages à pas être sous contrat. Il faut toujours trouver un avantage dans tout. Quoi. Est-ce que aussi, parce que tu arrives là sur ton dernier contrat, tu arrives sur la période, je trouve, où il y a un changement un peu dans l'économie poker, où les réseaux prennent une grosse place. C'est pas le cas avant. Avant, c'était que de la perf. Ouais. Et maintenant, le but, et puis même les sites l'ont compris, le but, c'est de faire des vues. C'est ça. Aussi, c'est normal, ça reste un business. Et est-ce que là, tu t'es posé la question à un moment de te dire, est-ce que je vais me mettre dans un peu plus, tu vois, ce côté créateur de contenu pour conserver, ou finalement, je me concentre que sur le poker, c'est ça qui me plaît. En fait, moi je me suis concentré quand même beaucoup plus sur le poker parce que à ce moment-là, j'étais en mode try hard, étude du jeu, je voulais devenir vraiment le plus fort possible, quoi. Donc je me disais tout ce qui me fait faire autre chose que étudier le poker, ça me fait perdre un peu de temps, quoi. Alors je faisais ce que je pouvais, je faisais avec ce que j'avais. Il y avait aussi, c'était quand même quelques années en arrière, il n'y avait pas encore trop les formats short, les Reels Instagram, les Reels YouTube et tout, c'était pas encore la mode. Donc maintenant, on sait que c'est le format qui marche. Mais avant, c'était un peu plus dur de trouver une façon de faire des vues, quoi. Et puis surtout, à ce moment-là, c'était vraiment dire faites des perfs et vous allez avoir des vues, quoi, en gros. Donc moi, je me concentrais vraiment plus sur poker, étude du jeu. À ton époque, il y a déjà Adriad et Joao. Ouais. Et justement, tu disais que tu voulais devenir très fort, tout ça. Est-ce que échanger avec eux, ça t'a permis vraiment beaucoup. Parce que moi, j'ai vraiment énormément appris à leur contact. En plus, Joao, il m'avait un peu à la bonne parce que je parlais un peu portugais vu que j'ai habité au Brésil. Donc tu lui as placé un truc de bec. Todo bien. Non, mais donc, il m'avait pris un peu à la bonne. D'ailleurs, on avait fait le tag team ensemble et on avait fait le Challenge Club Poker ensemble. Donc, c'est clair. Moi, j'en profitais. Je postais tout le temps des mains dans les chats. Et d'ailleurs, tu vois, il n'y a pas de secret. Les seuls qui me répondaient 100% du temps, Adrian Mateos, Joao Vera. Je poste une main, ils vont aller donner leur avis, ils vont donner leur analyse tout le temps, 100% du temps, tu vois. Mais ça m'intéresse parce que nous, on a déjà reçu, reçu Joao plusieurs fois. Ouais. Et ce que j'aime chez lui, c'est, déjà, c'est un mindset particulier, Joao. Tu vois, autant Adrian, c'est la machine, mais Joao, c'est vraiment le sportif, quoi. Pour moi, c'est une bible. Je me rappelle, c'est après Steph, il m'avait dit, alors, le cours de 2 heures de mental. Ah ouais, nous on kiffe, c'est notre. C'est vraiment le GOAT sur tous les domaines, quoi. Genre, vraiment, en termes de mindset, moi aussi, il m'a beaucoup inspiré parce que vraiment, le gars, il a un mindset, mais c'est incroyable. C'est fou, quoi. Alors, j'ai côtoyé des sportifs qui ont été assez haut niveau. J'ai vu des gens qui ont fait les Jeux Olympiques et tout. Je te jure, il est au-dessus d'eux, mais largement, quoi, mais de loin. Et ce qui fait que, j'oublierai pas moi, ce qui m'a marqué, c'est le take no time, take no effort, take no talent. Il dit take no effort. Si tu fais pas les trucs qui te demandent pas d'effort, déjà viens pas me parler. Viens pas me parler. Ouais, c'est clair. Et donc il avait vu que je mettais de l'énergie, que je mettais du boulot, et donc c'est ça qui lui plaît en fait. Même lui, et puis en plus c'est un des plus gros grinders. Il est tout le temps là. Il joue toute la grille tout le temps depuis des années. Genre, il volume incroyable. Il prend jamais de vacances. Et il joue tous les jeux. Genre, il est fort en mix game dans toutes les variantes. Et en plus de ça, il a une team où il coach 40 joueurs des Portugais qui sont tous forts. En tout cas. Et c'est quoi les choses qui t'ont marqué chez lui, justement? Qu'est-ce qui t'a appris, si tu pouvais dire une chose? C'est une manière de penser. Je me rappellerai, en fait, on était à Vegas, au WSOP, et il a commencé par tout brick, en fait. Il était parti pour faire un gros Vegas tout joué et peut-être shot pour la première fois le 50K, c'est 10 game maintenant ou 9 game. Le Championship. Okay. C'était la première fois où il allait peut-être le shot. Et là, il s'est mis à tout rage, tu vois, donc vraiment, genre, dès qu'il bosse 10 minutes de repos, il réenchaîne comme ça tous les jours, jamais de jour off. Et il commençait à tout brick. Et sa variante, là où il est le plus fort selon lui en mixed game, c'est Omaha Hilo. Et il bulle le 10K Omaha Hilo. Ensuite, il bulle le satellite pour le 50K. Et sa réaction, je me rappelle, ça m'avait vraiment impressionné. Il dit
Ouais, bah, j'ai fait la bulle. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui bulle. Genre, je vais prendre ça comme un homme. Je vais aller me reposer et je vais repartir au combat. Je vais show up demain, genre comme si c'était le premier jour. Et si je suis chanceux à un moment donné, je vais saisir ma chance. Genre. Et vers la fin des WSOP, ils shippent le 5K6 Max. Alors, tu sais, 90% plus des joueurs, ils auraient été complètement démoralisés, genre ils auraient give up. Lui, jusqu'au bout, c'est pas grave, genre faites-moi buller le Homa Halo, faites-moi buller le satellite. Genre limite, c'est une épreuve qui me fait devenir encore plus fort. Exactement. En plus, il disait, je me suis sûrement fait collu à la bulle, tu vois, du 50K. Il n'y a pas de souci. Ça cherche des... non, mais justement, il ne s'en servait pas comme une excuse. Il l'a à peine évoqué, il a dit, allez, c'est pas grave, c'est pas une excuse, genre, il faut que quelqu'un fasse la bulle, je vais prendre ça comme un homme et repartir. Et donc, j'ai dit, ok, le mec est au-dessus, tu vois. Genre, mais ouais, c'est vrai qu'il en impose le Joao. Tiens, eux pour savoir aussi, est-ce que eux ils postent des mains aussi, tu vois, genre Joao, Adrian Ouais, à l'époque, quand même, je pense que Joao, il a quand même un gros ego aussi, tu vois. Même s'il est super cool avec tout le monde et tout, tu vois, ça prend pour être un compétiteur comme ça aussi chevronné, donc peut-être qu'il voulait pas avoir l'air de celui qui poste une main, je sais pas. Donc, il me semble pas que lui postait, mais par contre, il demandait l'avis d'Adrian beaucoup, quoi. Tu sais, quand il y avait une main, il disait tel sizing, Adrian, qu'est-ce que t'en penses, tu vois. Genre le référent technique. Maintenant, on sait qu'ils bossent ensemble, de toute façon, genre Adrian avec. Ça crée des liens, j'imagine, de travailler, tu vois, dans la même équipe. D'ailleurs, est-ce que t'as gardé des liens avec les membres du Team Winamax? Bah surtout avec le Viet qui était vraiment mon pote. Après on se voit sur les pas très souvent. Maintenant on se voit plus beaucoup, on se parle moins. Mais sinon c'est le seul avec qui je parle vraiment un peu plus, quoi. Sinon les autres, après j'ai plus trop d'échanges directs. Non, mais après si je les vois, ça serait avec plaisir. Ouais. Même tous. Ouais, franchement. Non, bon, sauf, y a pas de... sauf un. C'est celui que nous on n'aime pas. Je peux pas dire qui c'est. Ouais, vas-y. Non, juste après je sais pas si c'est exactement ou peut-être même juste avant, mais ça se croise. Tu pars en Asie. Ouais. C'est le moment où tu bouges. Qu'est-ce qui fait que tu pars en Asie, pardon. Qu'est-ce qui motive tes choix? Et au départ, c'était pour être dans les débuts de ce qui a été Nutser par la suite. Donc, c'était pour aller se regrouper avec du monde et de try hard là-bas. Donc, au début, je partais genre pour 2-3 mois pour, on va dire, m'entraîner avant d'aller sur le circuit. Et puis, à un moment donné, Covid. Et je suis là-bas pendant le Covid. Donc, je devais aller, je me rappelle, c'était où ? Au WPT en Espagne, je crois. Et puis là, tout annulé, confinement. Donc confiné là-bas? Non, en fait, là-bas, il n'y a pas eu de confinement pendant le Covid. Il n'y a quasiment rien eu. Tout était normal. Mais je veux dire, en fait, qu'est-ce que je vais aller faire en Europe? Je ne vais pas retourner là-bas pour aller me confiner. Genre. Donc, finalement, je reste. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Ouais. Et c'était... on en entend quand même... on en a beaucoup entendu parler pendant cette période. L'hôtel, de vivre un peu en vase clos comme ça, c'était quoi un petit peu l'ambiance? L'ambiance, c'était top. Il y avait une belle émulation. Ouais, c'est clair. Pour moi, c'était une belle aventure humaine. Le projet était ultra ambitieux et ultra intéressant. Après, au final, ça a pas, on va dire, ça a pas tenu ses promesses et ça s'est un peu étiolé, ça s'est un peu effrité. Et maintenant, il y a plus du tout de sang. Ça existe encore, Nutser? Nutser, ça existe encore, mais il y a que Bapor qui est aux commandes et tout se passe plutôt online en fait. Il y a plus comme avant il y a plus de centre, quoi. Il y a plus de centre, non. D'accord. Ouais. Et tu t'es mis à grinder aussi après, parce que c'est vrai que c'est un circuit que on commence à connaître un petit peu, mais qu'on connaissait pas du tout. C'est tout le circuit poker asiatique. Ouais. On t'a vu chez pas mal de tournois et tout. Maintenant, on voit de temps en temps quelques petits vlogs, etc. C'est quoi le fil là-bas? Comment ça se passe quand tu as débuté à grinder un peu tous ces tournois? Alors en fait, on s'est dit, on a commencé par aller tester les tournois qui s'organisaient un peu dans les pays asiatiques. Et il y avait surtout une destination au début qui était pas mal, plus que les autres, c'était le Vietnam,
puisqu'il y avait les Vietnamiens avaient le droit de jouer, et donc le niveau était quand même assez faible. Et puis surtout, au Vietnam, les gens qui jouent au poker, c'est vraiment les gens qui ont des business, c'est les riches, vraiment les riches qui jouent, quoi. Donc ils ont de l'oseille, ils s'en foutent, ils sont là pour gamble, ils sont là pour passer un bon moment. En Asie, de toute façon, c'est à peu près la constante. L'ambiance est géniale à table, parce que les gens, ils sont là pour s'amuser. Ils ont les jeux d'argent dans le sang. Ils y vont là. Il y a jamais quelqu'un qui va s'énerver parce qu'il a perdu un coup. Ça les fait rire. C'est vraiment du gambling, quoi. C'est du gambling, mais c'est l'ambiance aussi. C'est vraiment l'ambiance. On est là pour s'amuser. On est là pour passer du bon temps. Je perds un coup, je me fais bad beat. Ça me fait rire, tu vois. Personne n'est énervé. Je te slow roll un peu. Mais ça fait partie du jeu. C'est ça, tu vois. Et donc l'ambiance est top, que ça soit dans tous les pays asiatiques, Vietnam, Taïwan, Malaisie, tout ça, Cambodge aussi. Après, le circuit devient quand même de plus en plus connu. Il y a pas mal de pros qui habitent en Asie aussi, notamment en Thaïlande. Et comme la Thaïlande, ils l'ont autorisé pour un festival, on a cru que ça y est, que c'était parti, qu'il allait avoir des tournois là-bas. Finalement, ils sont revenus sur la loi. Mais je veux dire, tous les joueurs pros qui vivent en Thaïlande, ils se déplacent un peu sur le circuit. Il y en a pas mal qui vivent aux Philippines aussi. Donc, les tournois un peu plus chers, ils deviennent un peu moins intéressants, quoi. Enfin, il y a beaucoup de pros, quoi. Ça devient équivalent peut-être à d'autres endroits, mais ça reste encore un circuit bien intéressant à grinder. Il y a des beaux tournois. Ouais. D'ailleurs, tu as fait des résultats. T'as gagné un tournoi là-bas. Ouais, j'ai gagné un tournoi à l'APPT Mani, surtout aux Philippines, qui est un peu le PT mais asiatique, quoi. C'est vrai, parce que la PPT, il existe depuis très longtemps, ce tournoi. Ouais. Et big up à mon ami Drobs. Parce que Drobs, il y est allé une année, et c'est l'année où ils l'ont pas fait. Et il est arrivé là-bas. Il est arrivé là-bas pour le jouer. Et je crois que celui qui avait fait une énorme perf là-dessus à l'époque, c'était Adrien Alain, qui avait gagné un c'est possible, truc, Adrien Alain. Je me semble qu'il a gagné un truc. Un gros event en Asie, à l'époque. C'est parmi les trucs qu'il a gagné, parce qu'il en a gagné. Oui, il en a gagné plein. Alain, mais oui, c'est possible. Ouais, il me semble. Toi, PX, on va y arriver. Comment tu découvres le poker au tout début? Les films, je joue avec mon père et mon frère à mes 16-17 ans. Tu joues au fermé? Ouais, en fermé, poker fermé, ouais. Et après, quand j'arrive au lycée, on commence à jouer avec des centimes, on a tous notre petit porte-monnaie, on commence à jouer avec des centimes, on avait même des jetons, des trucs, on avait de la petite mallette qu'on ramenait. Et puis tous les week-ends, c'était le soir, dès qu'on pouvait, le vendredi soir, samedi après-midi jusqu'au soir, et le dimanche matin on en refaisait, et puis après on avait notre devoir, donc on avait le dimanche après, voilà, donc et on jouait tout le temps, t'étais piqué dès le départ. En cash, ouais, dès le départ, et dès qu'on est à mes 18 ans, dès qu'on a pu, j'ai pu déposer mes premiers 20 €, j'étais à fond. Et là, quand tu commences à déposer, vu qu'entre potes, généralement ça joue en cash, tu joues en cash au début ou tu mais je fais n'importe quoi, enfin, je dépose 20 € sur PKR, tu vois. PKR. Voilà, Adrien Alain, on parle d'Adrien Alain. PKR, fallait un PC de riche pour le faire tourner. Parce que ça fait ramer des ordinateurs. Ça faisait ramer, ça ramait, les animations ramaient. Voilà. Mais par contre, cool. t'as beau avoir que 20 € et pas beaucoup d'argent, tu mets tous tes miles dans les skins. C'est ça, t'achètes les chip tricks et tout. Les chip tricks, c'est ça, la loser. Putain, je crois que c'est la seule roue où j'ai jamais joué. PKR. J'ai joué, mais vraiment, c'était tellement horrible à faire tourner que je sais pas combien de mains je jouais pas pour le poker, quoi. Tu jouais pour l'ambiance et pour mettre les émojis. Moi, j'ai toujours joué pour le poker. C'est vraiment. Sur le moment, en fait, donc tu lances. Et au début, moi, j'ai vraiment commencé par les sit and go et les double or nothing. C'est vraiment ce qui m'a permis de me développer, parce que c'était sit and go heads up et double or nothing. En fait, t'es payé une fois sur deux. Donc tu comprends rapidement que si tu te fais 55 à 60% d'ITM, t'as ta marge. Et juste tu fais tes parties, t'apprends à grinder de cette manière-là, de manière très disciplinée. T'as du rake-back en plus à l'époque. Tu fais ton rake-back comme ça. J'avais pas conscience à l'époque à quel point le rake-back était important. Je m'achetais les tickets en fin de mois, mais j'avais même pas de recul à ce moment-là. À quel moment le poker prend une autre ampleur? Je bossais souvent quand je bossais dans la sécu, en fait. C'était très difficile, t'es debout non-stop, je faisais des vacations de 12 heures debout, des trucs basiques de magasin, même quand j'avais des postes plus intéressants, en réalité tu fais que bouger pour pas grand-chose. Et en fait, je me suis retrouvé à un moment, en fait, le patron il m'avait contraint de porter des chaussures de sécurité qui m'allaient pas du tout. Je me trouvais avec les pieds en vrac, en carte carnet, tout la totale, et le dos bousillé. Je suis en arrêt pendant 6 mois. Je commence à recevoir les courriers de l'assurance maladie qui me disent faut faire des rendez-vous là pour qu'on voit, etc. J'y allais à chaque fois, ils voyaient l'état de ma santé, ils disaient c'est bon, mais je commençais et puis on ne peut le faire qu'un certain temps.
et j'étais KO, j'arrivais pas à redémarrer. Et par contre, je jouais au poker et ça fonctionnait, quoi. Voilà, je gagnais pas des sommes énormes, mais en tout cas, si je me faisais 500, 800 euros, j'étais méga content. Et je me rappelle le 26 décembre, je sais plus l'année, mais j'avais tout juste mes 18 ans, 18 ou 20 ans, c'était mon premier boulot de sécu. Je m'inscris sur un tournoi sur PokerStars, 1 euro. C'était le Sunday Special. Je me qualifie au satellite pour le ticket à 100. On est 100 personnes, je prends le ticket. Et je m'inscris et je deep run. Je fais 6e sur, je crois, 2000 joueurs. On deal à 6 à l'époque, c'était rare. On deal à 6, le premier prenait 3000, enfin le premier prenait 50 000, le dernier prenait 3000 et on deal, je prends 18K. Et j'envoie naïvement à ton employeur, ça y est, je peux payer les prud'hommes, je viens de gagner une année de salaire hier soir, vous saviez que j'aimais le poker, etc., parce que j'en avais pas. Belle punchline, je peux payer le prud'homme. Et du coup là il me dit non mais c'est bon, en fait on accepte votre demande de rupture conventionnelle, ça y est, vous allez pouvoir toucher vos droits, etc. Voilà. Qu'en fait, j'ai juste envoyé un message méga positif. Voilà, c'était même pas en mode provocation, c'était genre un petit coup de pression quand même. Parce qu'en fait, petit coup de pression. Mon responsable qui allait envoyer au siège, tu vois, était respectueux quand même. Voilà, il comprenait la situation, il voyait que ça m'avait bousillé la santé. Donc voilà, et donc je lui envoie ça. En fait, ça va être la vas-y, c'est bon. Et là, c'est le début. C'est la banquerolle de départ. Ouais, c'est ça. Ça démarre et après, j'ai fait quelques boulots entre. J'ai pu du coup avancer sur les vidéos YouTube, mais ça a été le point de départ où le poker, je me suis dit, il y a un vrai point de départ. Et il y a eu une deuxième phase, je pense, qui a été quand même quelques années plus tard, 5-6 ans plus tard, où je stream sur Twitch. Des spins et je coach des gens gratuitement j'avais même envoyé des messages, j'en répondais beaucoup sur Kill Tilt. Chicha, quand on avait discuté à l'époque, j'avais même proposé gratuitement des coachings, etc., des gens qui me contactaient, etc. J'ai dû mettre mon nez dedans parce que généralement les propositions de coaching gratuites, je me méfie des fois sur les forums. T'avais raison puisque j'avais mis un message comme ça, tout moi cœur ouvert, voilà, je raconte mon histoire, j'ai raconté tout un avec mon histoire et puis on m'avait dit attention, on a déjà des coachs et tout ça, fait plutôt plus, voilà, demande-nous à l'autorisation avant, ce qui était normal. Et donc du coup gratuitement je twitchais et je me retrouve avec du coup Poker Academy et Spin Elite qui me contactent en même temps sur une période d'1 mois pour que je coach en fait Spin Elite, pour que je coach leurs joueurs de middle stake. Et, pour faire du contenu ou pour les coacher? Non, pour les deux. Okay. Les deux, voilà. Mais en fait, ils avaient très peu de joueurs de high stake et ils étaient beaucoup de coachs de high stake. Donc ils donnaient un coaching par-ci par-là. Mais moi, je me suis retrouvé avec sur 30 joueurs qu'ils avaient, avec 20, c'était moi qui les coachais puisque c'était des joueurs de 10-20 euros et moins et 5 euros. Tu jouais quoi à cette époque? Je jouais de la 5-10. Je jouais de la 5-10 euros en expresso. Ah, les 5-10 euros. Ouais, les 5-10 euros. Par contre, mais du coup, c'est marrant parce que tu coachais du coup des gens qui jouaient à ton ABI. En fait, en 3-4 mois, quand on va dire quand tu as de l'intelligence de jeu et que tu découvres les ranges, tu parles avec des personnes un peu plus calées. Il y avait les premiers solvers à l'époque, ça s'appelait GTODB. C'était avant GTO Wizard, GTO Base, tout ça. Il y avait GTODB qui a fermé après. Et en fait, tu découvres ce que c'est la GTO et tu te dis mais j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Il y a tout. Il y a des moyens d'apprendre. Il y a un accès sur des tonnes de boards. Et donc j'ai commencé à faire des tableaux Excel qui répertoriaient les choses, à me lancer, acheter Pio, me prendre mes propres simus, etc. Et donc ça a commencé comme ça et je suis monté très très vite du coup sur les plots limites. Donc t'es monté en 6 mois. En 6 mois, je suis monté des 5 euros, 100 euros, ce qui était le max à l'époque. Et à cette époque-là, c'est le moment où quand tu décides d'en vivre à plein temps, t'es en 5-10 ou c'est ce moment où tu vas monter les stakes où tu te dis où tu passes pro? C'est en même temps. Franchement, c'est une période tellement courte, j'ai l'impression que c'est en même temps. On va dire que j'aurais pas fait les rencontres de Poker Academy qui sont venus me chercher et de Split qui sont venus me chercher, qui m'ont proposé tous les deux des contrats. J'aurais pas. Certainement que je serais. Je sais, maintenant, Twitch, ça s'est développé, le poker s'est développé, mais j'ai eu des coups de boost de bonnes rencontres et de personnes qui sont venues me chercher. Et j'osais même pas de moi-même, en fait, me prétendre coach ou proposer du coaching. Même faire payer, ça me dérangeait, quoi. Même faire payer 10 euros de l'heure, ça me dérangeait. Quand on imagine les joueurs de spin, on imagine des gens qui vivent des swings de malades. Qu'est-ce qui fait comment tu t'es renforcé à ce niveau-là? Comment tu as fait pour pas devenir fou en jouant au spin? En fait, c'est presque une fausse idée parce que les spins, finalement, ça swing, c'est le format qui swing le moins presque. Ouais. Si tu as un bon CEV, même en nitro? Alors en nitro c'est un peu différent, c'est sorti après les nitros. C'est sorti, mais à ce moment-là, si tu me poses la question à ce moment-là,
j'ai pris conscience en 2-3 mois avec des logiciels de simulation et même en voyant tout le monde. En fait, quand tu regardes les courbes, elles montent comme ça. Je sais pas si tu as déjà vu des courbes de spin. Oui, justement. T'as pas d'oscillation. Non, c'est ça qui est marrant. Je sais plus, j'ai vu une courbe de spin, je crois, hier. Ah, mais non, c'est la tienne. Non, mais je regardais la tienne. Ouais, mais il y en a pas. C'est même pas la plus belle. En fait, ça fait tout droit. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le tout droit? Parce que nous, tout droit, en fait, des fois, c'est les red lines des mecs et tout ça. Mais non. En fait, c'est parce que. En fait, c'est parce que les gens rationalisent au buy-in inscrit et pas au temps de jeu. C'est-à-dire que sur 1 heure ou sur 6 heures, tu prends 6 heures où tu vas faire ta session de MTT, tu vois, sur 6 heures, en fait, en multitablant, je vais peut-être faire, je sais pas, 300 spins, 500 spins. Tu vois. Donc, en fait, je vais lisser la variance. Moi, pour lisser proche de ce qu'on est censé gagner, déjà, si tu arrives à faire 10 000 spins, c'est bien, déjà, tu vois, 10 000 spins, tu es assez proche de ce qu'on est censé gagner. Pas forcément en un mois, tu peux en un mois, mais c'est solide. En un mois, c'est beaucoup. C'est plutôt sur 3 mois en général, 2 mois, 2 à 3 mois. Ça dépend quand même quel point tu grindes, quel volume, etc. Ou si tu fais du coaching à côté. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de variance. Pour moi, c'est un truc où pour moi en spin, la seule variance qu'il y a, c'est est-ce que tu touches le gros jackpot sur les rooms où ça en propose. Ouais. Et sinon, tu considères que tu gagnes 5% de moins que ce que tu es censé gagner en argent. Et tu as des fluctuations où tu vas gagner parfois 10-15% de plus, 20% de moins. Voilà. Et même maintenant, il y a des pouls EV qui te payent à ton EV. Pour moi, tu as zéro variance en fait. Ton EV, il va bouger sur la journée. Tu vas faire parfois 2-3 jours à 2 EV légèrement en dessous, EV break-even, parfois des EV complètement au-dessus. Mais en réalité, sur le mois. Ouais, donc finalement, c'est pour moi le format où il y a le moins de variance. Je pense même qu'il y a moins de variance que le double or nothing, tu vois, que le HU. Ouais. Mais surtout plus tu joues des buy-in, on va dire, un peu plus réduits, plus ton CEV est énorme. Donc quand ton CEV est énorme, limite là, ceux qui jouent en 5 et 10 euros, limite si tu en fais 400 par jour, entre 250 et 400 spins par jour, limite tu fais même pas une journée négative, quoi. Tous les jours, tu prends 150 euros, 200 euros. Quoi. 250, tu peux quand même avoir des journées négatives. Après, il y a l'effet multiplicateur. Mais je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. En fait, mais on peut dire que par contre, moi j'ai des élèves vraiment qui, depuis qu'ils ont commencé leur carrière il y a 8 ans, ils n'ont eu aucun mois négatif. Aucun mois négatif. Et si tu prenais en sample plus précis, tu pourrais peut-être retrouver chez certains qu'il n'y a pas 2 semaines consécutives, tu vois. On pourrait même trouver un échantillon encore plus réduit que sur du mois. Donc c'est juste que les gens ont une mauvaise vision parce qu'ils n'en envoient pas assez de tables en fait. Mais après, tu peux quand même swing 200-300 buy-in, ça peut arriver. Ça arrive. Mais sauf que tu fais tellement de volume que le swing, il est vite récompensé. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas compter hors regback en plus. Parce qu'il y en a qui veulent absolument compter hors regback. Pour les 5 euros et moins, c'est pas grave. Mais pour au-dessus, tu es obligé d'inclure le regback. Parce qu'il y a un seuil où tu peux pas gagner pré-regback. En fait, tu as besoin d'un certain nombre de jetons grattés par partie. Qui est en expresso normal, c'est sur 500 jetons de départ, c'est 38 qu'il faut gagner. Et donc, si tu te retrouves avec pas compter le regback alors que tu en as 40%, en fait, tu as besoin tu peux retirer 40% quasiment pour even à ces 38 EV chips. Donc en fait à 22 déjà si tu as 40% de regback, tu peux être gagnant. Et d'ailleurs aujourd'hui alors je crois que c'est sur Winamax, on peut monter à combien, parce que avec les spins ils ont créé, parce que le Red Diamond c'était le numéro 1. Après il y a eu Red Diamond 1, Red Diamond 2, je sais plus jusqu'où ça s'arrête, mais genre c'est quoi le plus haut statut? C'est quoi, Red Diamond 5? Ça existe? Non, c'est pas comme ça. Comment ça s'appelle? Red Diamond il y a comment il s'appelle exactement maintenant? Je crois que ça doit être ça, quelque chose comme ça. Red Diamond. Il n'y a que des genres de speed de toute Diamond, façon non qu'on les. Justement, c'est Red Diamond, parce qu'après, tu as Diamant 1 carat, 2 carats, et après, le dernier, c'est Red Diamond. Le dernier, c'est Red Diamond 5 carats. Mais maintenant, tu as des Red Diamond avec aussi des carats. C'est ça, donc c'est Red Diamond 5 carats. Je me rends pas compte, ça fait combien de regback au maximum? Sur Wina, c'est combien le regback? Je suis pas au courant, parce que Wina est pas forcément la meilleure room pour grinder dessus. Donc, ça doit être autour des 50%. De ça, mais il faut savoir qu'il y a plus. Il y a plus de regback puisqu'il y a également les races, quoi. Les races, les leaderboards, les trucs comme ça. Voilà, même si, alors c'est très intéressant surtout en low et middle stack, parce qu'en high stack en réalité, ça te fait même pas un buy-in entier, par exemple pour du de la 500, ils vont je crois que c'est 305. Enfin, il y a des sommes qui sont assez ridicules, mais c'est par contre de l'argent qui tombe net, fixe quoi. Net. Et quand on sait qu'en fait on a un ROI qui par exemple qui est de 1%, 2% sur les plus hautes limites post regback, mais encore ça peut être beaucoup 1%, donc on se dit sur une partie à 500 on gagne 5 euros, c'est cool, mais quand tu as 350 euros, une prime à 500 euros qui tombe comme ça à la fin de chaque jour et au fin du mois, tu as une vingtaine de jours où tu as pris 300 euros, ça cumule. Oui, c'est pas mal. En fait, voilà. Et aujourd'hui, choisir son regback, ça fait partie des
Choisir travail à faire, quoi. Choisir sa room, ouais. Ouais, choisir sa room, parce que tu vas y passer ta journée, donc il faut que ça soit agréable, que tu sois bien, quoi. Ouais, alors c'est là où il y a le dilemme en fait, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs récréatifs qui vont aller sur les rooms qui sont le plus mis en avant par les pubs et qui vont être du coup celles qui ont une bonne ergonomie, on va pas se cacher. Il y a des rooms comme Winamax et PokerStars qui ont une autonomie une ergonomie un peu au-dessus des autres. Et on a des rooms un petit peu qui louent souvent des réseaux depuis longtemps, comme toutes les autres qu'on connaît, PMU, tout ce qui est le réseau e-poker, etc. Le réseau Betclic aussi, qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Qui maintenant ont fait leur propre site, Unibet qui ont leur propre site. Et chacun ont des défauts, on va dire, au niveau technique. Et voilà, par contre, elles ont l'envie de faire venir des nouveaux joueurs, donc elles proposent un rakeback plus élevé. Ça des rooms souvent qui viennent des paris sportifs, donc on voit des joueurs qui connaissent pas trop les règles, qui viennent en spin, qui viennent lâcher leur petit ticket qui a été offert ou leur finir on va dire ce qui reste de leur bankroll, on le voit. Et donc ça attire un petit peu ce genre de joueurs. C'est du coup très agréable pour les réguliers. Et c'est vrai que ce travail de choix de room, parce que si on prend le cash game ou même les MTT, au bout d'un niveau, la plupart des joueurs ils multi-room parce que t'as pas le choix, sinon ta grille elle est trop petite et puis en cash le but c'est d'aller chercher ton EV max et en MTT pareil, il te faut quand même une grille plus importante. En expresso, spin, tout ça, il faut une room quoi. Tu mono-room, tu veux optimiser ton rackback, finalement c'est ultra important. En fait, après c'est la même chose en fait. Ouais, en général, tu vas choisir une room parce qu'il faut que tu aies le statut max de rakeback. Ouais, obligé. En fait, le rakeback, ça fait partie, même si tu peux trouver un deal pour avoir un peu plus de rakeback ou qu'il y ait des bonus, oui, ça fait partie c'est vraiment peut-être c'est sûr, c'est plus important que tous les autres formats, quoi. Ouais. Comment toi t'es passé au spin ? Moi en fait je cherchais un meilleur confort de grind. J'avais toutes les raisons d'essayer en fait. C'est que j'étais plus sponsorisé, j'avais plus de contrat avec personne, c'est-à-dire je pouvais faire ce que je veux, j'ai plus d'obligations. Les sessions MTT à rallonge, surtout en étant en Asie, c'est un rythme infernal, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que je testerais pas un autre format ? Donc je me suis dit, je vais tester les spins. Et j'ai redécouvert le confort de grind, quoi. Tu peux faire des sessions de 2 heures si tu veux, prendre une pause. Si tu as un impératif, tu peux y aller. C'est pas comme le MTT où tu commences et tu commit pendant 5 heures, 6 heures, 8 heures, des fois, des fois plus. Donc voilà. Et en plus de ça, j'étais en downswing en MTT. Donc j'ai dit, bon, il y a toutes les étoiles qui sont alignées. Voyons ce que ça donne. Alors ta formation, elle s'est faite comment ? J'ai contacté directement Black Ops. En fait, c'est mon pote Yacine qui a suited, qu'on avait reçu avec toi à l'époque. C'est ça qui est venu aussi. Et lui, il est au Canada par contre. Lui, il est au Canada. Tu vois, je savais bien qu'il y avait un truc. Le Canadien. Il est encore au Canada. Et en fait, il était avec la team ATM avant et Black Ops, ça avait été leur coach pour le Heads Up. Et il m'avait dit, tu devrais prendre Black Ops en coach parce que il est vraiment, j'ai vu son coaching, c'est vraiment top. Tu devrais apprendre avec lui. Là, vous connaissez pas à ce moment-là ? Non, on se connaît pas du tout. Moi, je le connais de nom par contre. Évidemment, mais c'est Yacine qui me parle de lui, donc je le contacte et je lui prends direct du coaching avant de commencer à jouer, quoi. Donc je lui prends des heures de coaching et voilà. Donc mon apprentissage en spin commence comme ça. C'était il y a déjà un certain temps. 2-3 ans. Tu commences sur quel buy-in à ce moment-là, quoi ? J'ai commencé en 25. 25, ok. Et j'ai eu la chance de run au-dessus de levé tout de suite. Moi, j'étais pas dans le pool levé. Et donc, j'ai run directement au-dessus de levé. Et je suis monté assez vite, un peu plus haut. Et j'ai commencé sur pokerstar.fr et ils ont enlevé le rakeback. Je me rappelle. Donc j'ai changé. Voilà. Donc j'ai le bon filon et tout. Il était trop content. C'est ça. Là, après, bam, mais c'est vrai que j'étais un peu dégoûté parce que j'avais trouvé la formule en fait qui me convenait. Et puis t'as grind ton statut aussi. Ouais, j'ai grind mon statut. La frustration des changements, c'est que t'as grind pendant un an. Ce que j'ai fait et ce que j'aurais jamais dû faire, en fait, c'est que j'ai fait transférer mon statut sur PScom.
Et j'ai été donc j'avais le statut direct, le même que sur PSFR, mais sur PScom. Mais sur PScom, les mecs, ils sont beaucoup trop forts. Je veux dire, ils grindent le format depuis des années. Je me suis fait éclater. J'ai joué un mois dessus et je leur ai lâché un gros billet et j'ai dit bon, ciao. Kyrgyzstan, Pologne, tout ça, genre les mecs, ils sont juste trop forts. Donc il y avait aucun récréa, quoi, des tables full reg. Et j'ai quand même insisté parce qu'il fallait atteindre un volume par mois pour toucher le regback. Ça marchait comme ça. Là, il faut que tu débloques un nombre de miles. Pour la prime. Voilà. Donc voilà. Et donc après, j'ai remis de côté pendant un temps. J'étais dans le projet live. Jouer en live et j'avais recommencé un peu à jouer en MTT. MTT, genre, j'ai rarement. J'ai pas jamais lâché vraiment, puisque de temps en temps, je me fais quand même une session du dimanche ou s'il y a des. Mais de plus en plus rare, quoi. Et donc voilà, et ensuite, je m'y suis remis un peu plus sérieusement là, il y a quelques mois, quoi. Et c'est quoi les choses qui étaient le plus dur quand tu as commencé les spins dans la transition, c'est quoi la chose la plus dure? Alors franchement, au début, il n'y a rien eu de plus dur parce que j'y voyais que des avantages. Je disais, j'ai un confort de grind, j'apprends un nouveau format en fait, donc limite, je repars un peu de zéro. Enfin, c'est pas de zéro, mais tu réapprends une nouvelle manière de penser, d'autres ranges. Tu récupères la niaque des débuts, quoi. C'est ça. Et il avait beaucoup d'énergie, moi, en tant qu'élève, c'était un plaisir, vraiment. Ouais, ça m'a bien fait motivé, quoi. Ça m'a fait la même chose même quand j'ai commencé un peu aussi le PLO, parce que je gratte un peu à tous les râteliers. On en parlait un peu avant. Et donc ouais, en fait, je suis content parce que là, ça commence à faire plusieurs années qu'on joue, donc je suis content qu'il y ait de la nouveauté en fait. Le PLO, en fait, je suis content. Genre, je dis, je vais étudier le PLO, super, tu vois. Là, je me dis, je vais étudier le Hold'em. Bon, des fois, je commence à avoir un peu la flemme, quoi. Ouais. Et donc, mais le plus dur. En fait, je sais ce qui était le plus dur en spin, c'est que c'est très chirurgical, c'est pointilleux. En fait, il faut pas que tu te trompes d'une demi-blinde, quoi, parce que c'est ultra important. Le moindre EV chips que tu perds, en fait, mis bout à bout, ça change complètement ton win rate. En MTT, les spots, ils sont presque uniques à chaque fois et t'essayes de faire au moins pire que de ce que tu sais, quoi. Mais tout le monde fait plein d'erreurs de partout. Alors qu'en spin, l'environnement est un peu plus fermé, c'est-à-dire tout le monde commence avec le même nombre de blindes. Donc le spot 25 BB bouton contre small blind, big blind, bah, tu le joues. Il va se répéter toute la journée. Exactement. Et même le spot 7 BB, 8. Exactement. Etc. Et donc, en fait, si à un moment donné, tu bêtes 3 big blinds, alors qu'en fait, le sizing optimal, c'était 2 big blinds, et que tu bluffes 3 big blinds, t'as jeté une big blind, et c'est grave, en fait. Et donc, c'est ça, moi, j'étais pas assez pointilleux, et je l'ai compris il y a pas si longtemps, en fait, il faut être chirurgical, pointilleux. Et comment tu fais justement pour travailler pour que ces choses-là, elles s'intègrent vraiment complètement? Alors déjà, la base, c'est d'apprendre les ranges par cœur, le plus précis que tu peux, quoi. Parce que c'est pas évident de tout retenir par cœur. Comment t'apprends, toi? C'est quoi ta technique d'apprentissage? Là, maintenant, ma technique d'apprentissage, c'est que je me fais coacher par ChatGPT. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je lui parle, c'est mon coach un petit peu. Ensuite, en plus de mon vrai coach, quand je m'entraîne, par exemple, je m'entraîne les fréquences, je lui donne les fréquences GTO. Ouais, tu lui fournis tout je lui fournis, et après je lui dis vas-y, fais-moi des quiz, fais-moi 5 questions. Et là, 5 questions, quelle est la fréquence? C'est chiant, tu peux pas en PLO. Tu peux pas en PLO. Il y a 270 000 combos. Non, mais tu peux pas lui. Enfin. Bah, en vrai, t'as testé un peu déjà? Non, mais après, tu peux déjà faire du trainer, tu vois. Ouais. Mais teste un peu, parle-lui un peu de PLO, tu verras que. Ce qui marche, j'en ai beaucoup parlé. Il y a une petite nouveauté cette semaine, pour ceux qui aiment bien tâter tout ça. Alors, partez pas de questions vierges. Si vous posez une question avec ChatGPT, je peux vous dire, parce que j'ai essayé évidemment, il va vous dire pas mal de conneries. Et là, ça peut faire de grosses erreurs. Mais là, il y a la nouvelle mise à jour sur les images notamment, et sur la compréhension des images. Et par exemple, là, peut aider en PLO. Si tu lui mets une photo avec des bottoms ou des trucs comme ça, il comprend 1000 fois mieux les images et il peut te retirer des quiz. C'est arrivé quand ça? Pas mal. Il y a 3 jours là. Et en fait, c'était pour concurrencer Google, je crois, qui a Nano sorti, Banana. Ouais, c'est ça. Non, Nano Banana. Ouais, c'est ça, pour concurrencer les IA qui ça va tellement vite, ils font des updates tous les. C'est vrai que ça peut être intéressant, mais vérifiez vos trucs parce que moi, je l'ai vu, notamment, on coach pas mal de monde en micro et il y en a
plein qui nous disent utiliser ChatGPT. Il y a des folies des fois. Donc attention. En fait, ce qu'il faut. T'imagines, tu perds un bail, il fait ah oui, désolé, tu as complètement raison. Bravo, bien sûr. C'est 2000 €. Bravo. C'est ça qui ferait. Ouais, non, ce qu'il faut bien faire, et tu fais bien de le préciser en fait, s'il y en a qui écoutent, c'est qu'il faut lui donner les inputs à l'avance. Il faut que toi, tu lui dises regarde, dans ce spot, c'est ça la bonne réponse, intègre-le, etc. Sors-le pas de nulle part. Un peu comme Pio avant, quoi. Tu vois, si tu mettais des ranges éclatés, il allait te fournir une réponse qui est bonne par rapport à ça, mais pas par rapport à la réalité. Donc, et puis des fois, ChatGPT, il veut mettre sa graine à lui. Tu lui dis fais-moi ça, là, et tu sais, il brode autour du truc. Tu dis non, t'inventes rien, s'il te plaît. Voilà. Donc tu utilises ChatGPT pour travailler ça, et je sais pas, il y a d'autres. Sinon aussi, après, tu apprends les ranges. Tu prends un tableau, et puis tu t'interroges. Tu dis là, la range 13 bébés boutons, vas-y, tu l'as fait. Après, tu dis la range de call en HU 8 bébés, tu essayes de la dessiner. Après, tu vérifies. Donc, petit à petit, un peu tous les jours. Et ça rentre. Je les connais pas encore toutes par cœur parce qu'il y en a plein. Puis ça change en spin. Les joueurs de spin, ils le savent, mais peut-être les autres formats, ils se rendent pas compte. Ta range à 7 bébés, c'est pas la même qu'à 8, qu'à 9. Quoi. Ça varie sur même des fois la demi-mêle. Il faut être précis. Il y a des profondeurs ou des naches où il faut être précis. Et du coup, ça fait perdre beaucoup si tu ne l'es pas de manière répétée et que tu volumes beaucoup. Quoi. Surtout si tu as une combo que tu as mal enregistrée et que tu dis tout ce qui est au-dessus. Si ta combo de départ, on en parlait avec Chichi tout à l'heure, pour apprendre les mains en mât. Si tu connais pas le bottom en fait, et que tu as enregistré une mauvaise combo, que tu as une phrase toute faite à partir des dames, et en fait c'est dame 6+, et en fait tu vas juste faire un énorme écart et répercuter sur le volume que tu fais. Voilà. Donc, même moi d'ailleurs, j'utilise l'IA. C'est vraiment un truc. Tu utilises comment toi là? Je fais comme Aladdin. Je fais que depuis quelques mois parce qu'en fait j'ai découvert à quel point c'était vraiment utile. Je mets moi-même les cours, mais ça me permet on va dire, qui me pose des questions. C'est-à-dire qu'en gros, faut soi-même rentrer les données qui sont vérifiées. Faut pas en fait que on soit nous-mêmes celui qui va juger si ce qu'il nous dit est bon ou pas, parce que si on lui pose la question, on n'en est pas capable justement. Donc en fait, il faut que ce soit vérifié que ce qu'on lui pose comme question, c'est bien. Il a déjà la réponse parce qu'on lui a déjà donné, mais par contre, il nous la sort sous différentes questions, sous différentes formes, et puis si j'ai déjà bien répondu, il me la redemande moins. Donc en fait, c'est un peu comme un Anki. C'est une variante d'Anki qui prend beaucoup moins de temps et qui est intelligente. Parce qu'on a juste besoin de lui écrire les choses. Et voilà, j'ai même des élèves qui sont amusés donc, à enregistrer mon cours complètement. Ça le retranscrit. Ils font maintenant de la transcription en texte. Il le met, ça fait un résumé. Et le résumé, il repose des questions. Et quand ils ont bon, voilà, et c'est quelque chose que j'aimerais bien expérimenter, en tout cas, avec les futures personnes qu'on pourrait avoir dans la structure. C'est quoi, si vous deviez, puisque on va parler après, vous montez une structure tous les deux ensemble de spin. Spinners, ça vient de quoi d'ailleurs? Spinners, le nom? Non, je rigole, c'est bon. Les spinners, c'est les toupies. Un spinner qu'il y avait là. On a à l'utiliser comme logo, mais à la mode. C'est moins à la mode maintenant. En plus, il y a 3 branches. C'est pour ça qu'on se disait 3 joueurs. On a eu la même réflexion pour le logo. Génial. On a eu la même réflexion. On a même des tests fait avec ChatGPT. On avait fait des tests de logo, je me rappelle. Avec le hand spinner, on avait dit c'est les 3 positions et tout. Ça marche bien. Et non, mais ma question c'était, c'est quoi pour vous les bonnes qualités pour un joueur de spin? Alors, ça va faire rire parce que c'est quoi votre pire défaut? Je suis un peu trop perfectionniste. Je suis trop perfectionniste. Mais perfectionniste, je pense que c'est vraiment une bonne qualité pour les joueurs de spin, vu que en rapport avec ce qu'on a dit précédemment. Et puis il y a aussi quand même une qualité qui est importante en spin, c'est ceux qui savent grinder beaucoup d'heures et beaucoup de tables. Genre le mass multitabling, quelqu'un qui arrive à rester concentré bien et qui peut jouer beaucoup de tables et longtemps. C'est quoi longtemps? Après, je connais des gens qui arrivent à jouer 7-8 heures par jour. Ouais, mais il n'y a pas besoin de ça. Mais ça, c'est le max. Hein. C'est le max, c'est ça. Mais moi, sauf je sais pas comment ils font ces gens-là. Là, c'est l'usine. Hein. Ouais, mais ceux qui arrivent à faire ça, ils font un volume monstrueux et ils gagnent vraiment beaucoup, quoi. Parce que, en fait, ils savent qu'ils crochent cette limite. Il n'y a pas besoin de jouer ultra cher, ceux qui font ça. Ils jouent pas très cher et beaucoup de tables. C'est quoi beaucoup de tables?
Bah, en spin, 8 tables, c'est beaucoup, non? Déjà, en spin, 8 tables, c'est beaucoup. 8 tables, c'est beaucoup. Mais à partir de 6, au-dessus de 6, pour moi, c'est déjà j'appelle ça beaucoup. Mais t'as des gens, ils arrivent à en jouer 12, 16, je sais pas comment ils font. Moi, j'ai déjà vu des screens avec 23 à 30 tables. Wow. Donc, ouais, mais ça, c'est quand même l'exception. C'est les joueurs qui jouent en nitro, ils ont des raccourcis, ils ont des pads, etc. Ils appuient sur fold. Ils ont des stratégies déjà toutes faites. Ça paraît quand même cadeau, ça. Ouais, mais ça, c'est il y a des extrêmes, mais après, si tu demandes les extrêmes, voilà, maintenant, un grinder standard, on va dire que il va jouer 4 heures, il va jouer entre 4 et 6 tables, et il va avoir un EV moyen autour de 60. Voilà, en général, c'est si tu veux le profil classique, c'est ça. Toi, tu joues combien d'heures? Très peu en général, 1h, 1h30 le soir, et j'ai 3 heures de coaching le matin, 2 heures, souvent 2 heures plus un petit heure soit de trainer, soit je réponds aux élèves, les factures. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ton activité principale de grinder finalement? Non, déjà, j'ai toujours eu, avec le problème de santé où j'ai été opéré, j'ai toujours eu du mal à rester concentré sur les écrans très longtemps. Et donc du coup, je pense que le confort en fait de coacher, le plaisir de coacher, c'est bien plus intéressant. Même maintenant, je fais du mentoring à côté sur des entreprises qui n'ont rien à voir. C'est vraiment, il y a un lien social quand on est tout seul devant son PC. On a besoin de voir des gens. Et quand tu as fait ça pendant 8 ans, c'est un plaisir. Je l'ai partagé avec Aladin là. On a bien mangé, faire la cuisine, etc. Enfin, voir des gens parler d'un peu tout. En fait, c'est vraiment cool et c'est ce que je recherche. Si je pouvais d'ailleurs, l'ensemble de mes élèves les avoir en séminaire chez moi ou dans un endroit à échanger avec, ça serait 1000 fois mieux. Donc, j'aime bien casser cette distance-là. Et donc, du coup, non, pour grinder. Par contre, c'est vrai que pour 2026, j'aimerais bien me challenger un petit peu, montrer un petit peu sur les tables. C'est vrai que j'ai toujours été discret parce que lever, en fait, de garder son pseudo pour moi était toujours supérieur et j'avais assez d'élèves qui me contactaient avec le bouche à oreille, avec les résultats que je faisais ou que on va dire les performances de ceux qui réussissaient. Donc, voilà, mais un petit challenge alors. Ouais, je pense que est-ce que tiens, pour parler d'horaire un petit peu, vu qu'on survole bien on y va en profondeur le milieu des spins, est-ce que c'est important de bien sélectionner son créneau horaire? Est-ce que toi, tu as tout le temps le même ou toi aussi ou est-ce que vous changez, tu vois, de temps en temps? Alors, plus tu joues high stakes, plus c'est important, en fait, parce qu'il y a moins de trafic. Quand tu joues les buy-in modérés, tu peux jouer n'importe quand, et encore, quoique ça dépend, parce que si quelquefois tu as, on va dire, 3, 4, 5 règles qui sont en même temps, les tables, elles sont pas terribles, donc tu peux aussi faire un peu de table select. Tu dis, OK, bon, je fais une pause 15-30 minutes, je reviens un peu plus tard, on verra. Mais plus tu es high stakes, et là, tu as ton créneau. Et en fait, c'est important d'aller, on va dire, marquer un peu ton territoire. C'est-à-dire que les autres, ils comprennent bien que toi, tu vas être là de telle heure à telle heure tous les jours et que s'ils veulent le lobby, faut qu'ils te battle, quoi. Et donc, c'est une vraie réalité. La bataille du lobby, comme en cash aussi, elle existe en spin. Et toi, tu es capable d'envoyer du volume, de jouer pendant combien d'heures? Moi, je peux jouer là. Si je joue 4 tables, je peux jouer pendant 6 heures par jour, ça va. Et tu perds pas en concentration? Si, bien sûr. On sait qu'on perd en concentration. Et comment tu arrives à garder ce truc? Il n'y a pas au bout de 4 heures, tu n'es pas là. Je dois jouer encore 2 heures là. Si. Je suis un peu fatigué, c'est vrai. Mais ce que j'ai trouvé sinon, c'est que je fais genre 45 minutes. 15 minutes de pause, 45 minutes. C'est ça qui est trop bien avec les spins, c'est que tu peux t'arrêter, quoi. Ouais, c'est ça. Et en général, le multiplicateur, il tombe pendant que tu es aux toilettes. C'est sûr. Mais il y a eu... En fait, si je joue 4 tables, ça va, je peux grinder vraiment longtemps. Si j'en joue 5 ou 6, là, c'est plus chaud d'enchaîner beaucoup d'heures. Mais après, voilà... Ouais, c'est ça. En général, ce que je fais, c'est quand je joue, je commence ma journée, je joue 3 heures ou 4 heures. Je fais soit 2 blocs d'1h30 dès le matin. Hop, ensuite, je fais une pause, je fais d'autres choses, je gère mes projets, machin. Et après, je vais refaire peut-être une session de 1h30, un truc comme ça. Dans le genre. En fait, je pense qu'il y a un truc que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que le fait de jouer longtemps, s'il ne faut pas se focus que sur le fait de jouer longtemps sur ta journée, c'est aussi jouer longtemps sur les années. On a énormément de joueurs qui se forment, ou qui ne se forment pas d'ailleurs, qui arrivent, qui gagnent beaucoup, qui gagnent en 6 mois, 1 an, mais ils font un burn-out, ils vont chercher les statuts max, ils jouent à fond, ils font un burn-out. Et donc, on se rend compte que c'est un marathon, les spins. Ça ne sert à rien de faire 1 mois, 3 mois à fond pour après faire un burn-out et refaire un break de 3 mois, et puis entre-temps, du coup, avoir tout spew dans un autre format qu'on connaissait un peu moins, et puis dire, bon, de toute façon, je peux toujours revenir et je peux toujours gagner en spin. En fait, moi, sur les années, j'ai du mal à comprendre comment autant de personnes qui sont passées pro, en fait, ont changé de format d'un seul coup, comme ça, juste parce que c'était de la curiosité. C'est-à-dire que même pas, il y en a certains qui en avaient un peu marre, mais la plupart du temps, c'est de la curiosité.
d'un seul coup ils arrêtent. Et c'est assez incompréhensible en fait. Mais parce qu'il y a aussi un phénomène, c'est que grinder en spin, tu prends beaucoup de décisions. C'est-à-dire que c'est plus intense pour moi le grind en spin que le grind en MTT par exemple. Parce que en fait, il n'y a pas de répit finalement. Il n'y a pas de répit. Des fois en MTT, tu peux folder pendant 20 minutes, tu es un peu plus, surtout vers les fins de session où tu as moins de tables. Même bon, après c'est pareil, en MTT, il y en a qui massent multitable aussi, ça arrive. De moins en moins, j'ai l'impression, même s'il y a encore les vieux de la vieille, ils jouent encore 24 tables, les Ben CB, les pads, tu regardes leur écran, ils ont encore 24 tables. Mais tu foldes beaucoup plus, là t'as que des heads up quasiment. Ouais, mais sauf qu'en spin, effectivement, t'as pas de répit, quoi. C'est que tu dois toujours prendre des décisions, donc c'est pour ça que j'aime bien donner à peu près ce comparatif, genre 4 tables de spin, pour moi, ça équivaut à 10 tables de MTT à peu près, un truc comme ça. Ah oui. Okay, ouais. Genre même 10 plus, tu vois. Ouais, 10. Ouais, 10. Non, 10. 3 tables. Ça dépend si tu joues du full ring, du 6 max, ou ce que tu joues. C'est ça. Parlez-nous un peu plus de cette nouvelle structure. D'où est venue l'idée de créer Spinners? Et bah effectivement, on s'est dit, j'ai vu que lui, que c'était vraiment un très très bon coach, quoi, que j'ai testé sur moi. J'ai dit pourquoi en fait on se lancerait pas dans une aventure où on va coacher des gens. Une stable. Une stable, un peu comme ça. Au début, on va commencer bien sûr de manière modeste et puis on verra si ça fonctionne, si on a beaucoup de joueurs. Après, on est ouvert à ce que ça prenne un peu plus d'ampleur. Donc stacking aussi, stacking coaching. Nous, on va faire coaching for profit. CFP. Donc notre ambition, c'est de déjà commencer par prendre un petit groupe on va dire entre 5 et 10 joueurs pour commencer et de les faire progresser vraiment le plus qu'on peut et d'augmenter leurs gains. Et puis en fonction si on a du succès, si on voit que notre méthode marche, et on pourra l'étendre un peu plus loin. Donc voilà d'où est partie l'idée. Alors là, là j'écoute l'émission, je me dis ok, ça m'intéresse. Comment je postule et c'est quoi un petit peu les profils que vous recherchez? Voilà. Alors les premiers profils qu'on va prendre, ça va être des joueurs qui grindent déjà le format, qui sont déjà gagnants un petit peu et qui veulent passer un step. Ça va être ça notre première équipe. Donc, pour postuler, on a un lien en préparation. Le site est bientôt prêt, donc il y aura juste à cliquer et puis à remplir suivre les étapes et remplir. Donc voilà, ça va être ça un petit peu le profil. Mais on va aussi commencer par mettre du contenu gratuit sur YouTube. Donc ceux que ça intéresse, ils auront déjà du contenu qu'ils pourront aller voir gratuitement. Et s'ils sont intéressés pour dans le futur à peut-être rejoindre le CFP, on va peut-être proposer en fonction de la demande des séminaires de rattrapage sur des thèmes en particulier pour rattraper le niveau et qu'ils soient prêts pour rejoindre le CFP. Toi, PX, qu'est-ce qui fait, tu vois, tu étais déjà chez Poker Academy. Pourquoi cette aventure en plus? Qu'est-ce qui t'a séduit? C'est le fait on va dire, de repartager à la communauté de manière plus vaste. C'est aussi, j'ai un peu, on va dire, une philosophie de yes man en ce moment. C'est-à-dire que tout ce qu'on me propose, je dis oui. Vas-y, donne-moi 1000 euros. D'accord. En cash. En cash. Yes. Ok, parfait. Donc et en fait, je me suis rendu compte, maintenant, je prends avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte que j'ai la plupart du temps de la chance que les opportunités viennent à moi. Par contre, quand elles viennent, faut pas les refuser, quoi. Ouais. Ça fait longtemps que je veux créer ma structure. J'aurais dû le faire depuis longtemps. J'ai eu la chance de coacher plus de joueurs que peut-être la plupart des grosses structures, peut-être même réunies sans prétention. Donc en gros, quand je suis comme ça, j'ai envie de montrer aux gens qu'on peut y arriver et que c'est pas juste parce ils sont en contact avec quelqu'un qui a réussi ou qu'ils m'ont trouvé sur Google ou qu'ils sont tombés par hasard sur une vidéo de moi. J'ai envie qu'ils puissent suivre l'aventure de quelqu'un de A à Z. Et on veut faire vraiment un accompagnement où la personne, elle nous contacte. On hésite même à mettre des bouts d'entretien, c'est-à-dire des bouts sans parler de trucs perso, de les objectifs de la personne. Vous voyez les résultats au départ, vous voyez tout en transparent. Les résultats sont postés. S'il y a besoin qu'il y ait un organisme extérieur comme la room ou un pool levé qui récupère les résultats, vous voyez leurs résultats. Vous êtes en immersion dans les coachings. Vous avez les moyens de progresser en parallèle avec des vidéos de concept. Et c'est vraiment que les personnes ont, et on va dire,
une possibilité de progresser sans pour autant rentrer en mode usine comme beaucoup de personnes le font, c'est-à-dire tu viens sur nos liens, tu t'affilies, on te prend 50%, tu seras dans des coachings de groupe d'un mec d'un buy-in supérieur, on veut pas ça. C'est ce qui se fait partout et on veut casser ça, on veut créer notre plus humain quoi. Plus humain, c'est ça. C'est déjà ce que je fais avec mes élèves, mais en tout cas ici il y a une vraie dimension avec Aladin, c'est-à-dire que il est déjà assez connu pour ça sur sa chaîne, il fait la transition, il raconte les dessous finalement de ce qui est beaucoup de joueurs de MTT. Ils ont souvent un petit format à côté, soit ils rajoutent des MTT, mais aussi il y en a qui ont du cash live, et il y en a pas mal. Moi je sais qu'il y a des tonnes d'ATM par exemple chez qui j'ai fait séminaire qui maintenant sont pros de spin. C'est vraiment très fréquent, on va dire, le fait de faire ces transitions. Je pense qu'elle a un lien avec le fait qu'on vieillit, on devient père de famille, on veut choisir nos horaires et bien sûr, le confort du confort. Je pense que c'est sur ça. Il y a beaucoup c'est ça parce qu'ils ont tendance quand même tous, faut dire ce qui est les spins. Il y a un petit défaut, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour, c'est tout le temps les mêmes positions, il y a un peu moins l'adrénaline de monter on va dire les steps, les paliers de gain. Il y a moins l'adrénaline au fur et à mesure de la session, mais il y a quand même toujours cette possibilité de découvrir des nouvelles stratégies, et même après 8 ans, avoir passé des tonnes et des tonnes d'heures sur les solvers, je découvre encore des choses. Et puis il y a aussi l'adrénaline de toucher un gros jackpot aussi. Ouais, alors en fait... ça disparaît pas, ça moi je pense que... il faut pas trop compter dessus, quoi. C'est-à-dire que faut pas jouer pour toucher le jackpot, parce que ça se trouve tu vas jouer toute ta vie en spin, t'auras jamais un jackpot, quoi. Donc s'il vient, c'est bien, c'est bonus. Mais disons, moi il y a rarement une fois où je me dis, tu sais, je vois le spin, je dis allez jackpot, parce que tu sais, sinon à force. Alors que moi à chaque fois, j'en joue un par an, je suis là. C'est normal. Allez, non. Je reprends. Ça quand même. Il me semble que c'était Freddy qui nous avait dit ça, Freddy Ruger, donc qui a joué très très cher en spin, en nitro. Qui est considéré comme un des meilleurs, je pense. Ouais, qui était un des top, quoi. Et il nous avait dit, sur les high buy-in, t'es quasiment, pour les mecs en vol volume, t'es quasiment sûr de tomber sur 1 million. À un moment. Pas sûr de le gagner, évidemment. Ouais, en fait, mais en gros, ça fait, voilà, ça fait partie du truc. Et de toute façon, la plupart qui sont sur les plus hautes limites sont ce qu'on appelle en pool EV. Donc là, ils vont être payés à leur EV. Tu t'en fous, en fait. Donc tu t'en fous, mais par contre, parfois, sauf si t'as donné une grosse commission au départ, un gros dépôt de garantie, le million, il est pour toi, ou partiellement pour toi. Parce que tu peux négocier des deals. Parce qu'ils ont trop peur de se faire scam et que tu les payes jamais sur le million. Donc en fait, il y a souvent qu'à partir du x1000 et moins, et encore même sur le x1000, parfois il faut donner un petit dépôt de garantie pour qu'ils te le donnent à 100% à chaque buy-in que tu t'inscris, le retour d'investissement. Donc le million, le x10 000, il faut considérer que c'est de la chance. Le x1000 par contre est en dessous, sur toutes les rooms. Si tu fais du volume, tu peux tomber dessus tous les 6 mois à 1 an, quoi. Voilà. Et c'est un mois de grind. Donc c'est un bonus, c'est le 13e mois. C'est pas, voilà. C'est pas le 13e mois à 50 000 balles. Il y a la petite adrénaline à ce moment-là, quand même, forcément. Je pense. Ouais, alors, vous l'avez eu, c'est quoi vos plus gros multiplicateurs? Moi, les plus gros que j'ai eu, c'est des fois 100 pour l'instant. J'ai jamais eu au-dessus. Donc, tu as eu un 100 €. T'as gagné ou pas? J'en ai eu 4 ou 5 et j'en ai gagné 2. Okay. Ça va. Sur un 25, sur des 50? C'était un sur un 25, c'était un 5000, je l'ai perdu, celui-là, le premier. Okay. Et ensuite, c'était sur des... Ouais, c'était des 25, j'ai jamais eu... Ah non, c'était en 50, le 5000 en 50. Ça faisait 2500. Ça fait ça. Je me dis, c'est normal qu'il n'est pas précis. Non, mais vous inquiétez pas, chez Spinners, il y aura après un coach mathématique. C'est pas Aladin. Et toi, PX, ton plus gros? Mon plus gros, c'est un x1000 en 100 sur BetClick. Ouais. 80K, du coup, j'ai pris. On l'a gagné. Toi, tu l'as gagné. Parce que toi, t'es coach, t'as pas le droit de... Bon, attends, raconte, parce que quand on tombe sur un... Même si t'en joues toute la journée, est-ce qu'il y a une adrénaline supplémentaire? Il se passe un truc, non? Ouais, en fait, c'est juste... je veux juste avoir 0 regret. C'est-à-dire qu'en gros, tu veux pas faire de regretter bêtises. Un play, ouais. Ah, tu veux juste pas faire de bêtises, dire voilà, ok, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai suivi mes rênes, y a rien à dire. Là, tu relances pas de table à côté, tu le mets de côté. Ouais, j'en avais 2. L'autre, c'est vite terminé. Et honnêtement, ça s'est passé comme sur des roulettes. C'est-à-dire que j'ai un 70-30 qui tient. Je leur gratte tous les blindes, je pense qu'ils sont carte dead et puis j'ai du jeu et puis je finis 5 blindes, lui il a plus 5 blindes, j'en ai 30, je finis un 30-70 genre dame 5 contre 3-5 et sans souffrir. Franchement sans souffrir. Ouais. Et par contre c'est une sensation juste de soulagement parce que je renais
en dessous de levée de plus que les 80K que le foie m'a apporté. Donc en fait, c'est un soulagement de dire ça se rééquilibre avec le temps. Donc voilà, c'est vraiment un sentiment de soulagement et de dire j'ai eu ma part, ça peut arriver. Est-ce que derrière, dès le lendemain ou même peut-être juste après, tu repars un peu au charbon, en gros, c'est pas une énorme différence, ou on met peut-être une journée de 3 jours à 100 mètres tu te rappelles? Non, en fait, tu veux quand même que... Comment dire ? À l'époque, j'étais pas assez calé en investissement. Et donc, du coup, moi, c'était j'ai la plus grosse bankroll possible sur la room. Plus j'avais, le plus gros score. Ouais, voilà. Il y a 6 chiffres sur la room. En fait, t'es content. Je laissais le plus gros. Et puis après, tu dis, je vais peut-être retirer. Et puis voilà. 50 balles. C'est ça. Et quand t'en parles aux proches, c'est comme tout. T'as beau faire depuis des années. Et l'argent, il est sur ton compte. Et comme ça. Alors qu'en fait. Ça représentait une demi-année en réalité. Oui, mais si tu perds tout. Ouais, mais si tu perds tout. Et si la room ferme. Si tu fais un spin à 100 000. Mais c'est de l'argent, c'est du vrai. C'est du vrai. Tu sais, la fameuse phrase que tous les proches disent. Voilà. Mais par contre, pour Noël, tu fais des beaux cadeaux après. Ouais. À Noël, t'es obligé de faire des beaux cadeaux, sinon on dit ton année, t'as pas beaucoup bien gagné. Hein. Parce qu'ils peuvent pas gros. Mais je suis soulevé de 100 000. 100 000 donc tu vois, quand la liste de Noël de tes proches, elle a évolué, tu vois, sur des trucs un peu chéros, là, ils ont compris que tu gagnais de l'oseille. Tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir. Moi, mes enfants, ils me demandent juste un livre. Voilà, c'est parfait. C'est bien, c'est bien. Et là, tu les as bien élevés aussi. Ben non, ils savent pas lire. Et après, c'est pour faire style, comme papa. Tiens, petite aventure dont on n'a pas parlé. T'as créé la team Simitara. Ouais. C'était quoi un petit peu cette aventure, ce projet? C'est toujours en cours? Alors, ça va... En fait, c'est un peu... sous la formule où ça a existé, c'est terminé. En fait, le but, c'était tout simplement de monter un projet pour jouer les tournois live en Asie avec en fait un espèce de fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'on partageait les gains entre toute l'équipe. En général, ça se finit super bien. Ce genre d'histoire, vraiment, il n'y a jamais de mauvaise histoire. En vrai, la première année, on a été up. En fait, le premier festival qu'on fait, il y a Yannick BBA qui a fait 2e du WPT Taïwan. Donc, il a pris direct 130 000. Il lui reste 200 balles. Il lui restait 200 balles. Bon, c'est là où j'ai changé de voiture. Là, j'ai pris le X6. Et donc, en fait, ça a commencé direct, premier festival où on savait qu'on allait être up pour tout le projet. Donc, en fait, nickel, ça a bien lancé le truc. Et ensuite, on a gagné je sais plus combien de tournois et on a fini bien up. La deuxième, et donc on a renouvelé, ça c'était la saison 1, on a renouvelé pour la saison 2 où on a monté un peu les buy-in. Et là, cette fois-ci, on a fini down. Et donc, il y a 2 joueurs, c'est pas uniquement pour ça, mais ils ont voulu mettre de côté un peu le live et se concentrer sur online. Ils ont des familles aussi, ils ont des enfants. Donc en fait, là, maintenant, il y a plus de joueurs, quoi. Okay. Il y a plus de joueurs pour continuer le projet. Donc, soit ça va se faire sous une autre forme avec, si j'arrive à recruter d'autres joueurs, mais c'est compliqué parce qu'il faut que ça soit des gens, justement, comme tu dis, avec qui tu t'entends bien, à qui tu fais confiance, que tu es à peu près le même niveau, même si y en a un qui va être peut-être un peu meilleur que l'autre, mais il faut accepter que ok, tu vas swapper avec quelqu'un qui a pas exactement le même niveau que toi, on va dire. Et puis ouais, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail pour accepter en fait les plays de tes coéquipiers, quoi, que tu vois que tu peux critiquer, tu dis mais pourquoi t'as fait, si tu commences dans le frontal, mais pourquoi t'as fait ça, t'as spew, bon, c'est sûr que là après donc c'est pour faire ce genre de projet, c'est très particulier. C'est un bon moyen de contrer la variance parce que ça la lisse un petit peu. Ça la lisse énormément. Mais il peut y avoir beaucoup de frustration. Par exemple, s'il y a un seul joueur qui gagne. Qui a gagné ses 100 000 au début et puis qui est obligé de filer 80%. Ça fait partie du jeu. Tu le sais, quand tu commences, tu sais que c'est ça. Je crois qu'il a demandé que ça commence juste après. Non, et puis c'est vrai, même pour les scams, quoi. Parce que quand il y a des grosses sommes, après, derrière, pour se faire payer, on en connaît plein qui ont eu des problèmes. Ouais, sauf que là, en fait, pour ça... Là, c'était pas du tout un enjeu parce que, en fait, comme on faisait en Asie, c'est que on faisait un virement directement à l'endroit où on joue le tournoi.
il débitait pour tous les joueurs. Donc les joueurs, ils avaient presque jamais l'argent en main. Donc tu joues et puis ensuite, s'ils font des cash, c'est remis sur le compte global en tout. Et à la fin, on refait un virement. Donc, avant qu'on fasse la partie technique, j'ai oublié de te demander, Aladin, pour revenir sur l'époque Winamax, cette petite question que je voulais te poser tout à l'heure, c'est quoi ton meilleur moment si tu veux te rappeler un moment quand tu faisais partie de l'équipe Wina? Le meilleur moment pendant que j'étais avec Winamax, il y en a eu beaucoup quand même. Le meilleur moment. Le pire? Le pire. Non, il y a eu des moments difficiles aussi. Il y a eu des moments difficiles, des moments où je perfais pas trop, où c'était un peu, c'était long. Mais non, franchement, je pourrais pas dire un seul moment. Il y en avait plein. Les séminaires, c'était toujours. C'est souvent ça qui revient. Ouais. Après, j'ai beaucoup de souvenirs avec le Viet aussi. On a un peu fait les 400 coups quand même. Il y a des trucs, qu'on peut pas trop raconter. C'est avant qu'il change. Okay, Pierre pourrait les raconter lui, parce qu'il s'en bat les couilles. Il s'en fout. Les couilles. Oui, c'est quand on était avec les trois. On a fait on a quelques soirées mythiques. Ouais. Et mais sinon même les Sismix, les WPO. Enfin non, c'était franchement. Pour moi, je l'ai vu beaucoup comme une aventure humaine. J'ai rencontré plein de gens. C'était cool. Je me suis amusé. On a rigolé. On a fait des trucs de fou. C'était la première fois avec Wina où j'étais allé en Asie. On était allé jouer à Macao, Las Vegas, évidemment. Même si Las Vegas, j'étais déjà allé. Mais moi, clairement, ça a quand même vraiment changé ma vie d'un coup, quoi. Le fait de gagner ce contrat, ça a modifié la façon. J'étais au Canada, j'avais un emploi normal, et puis là j'ai vécu des aventures où on a fait plein de pays, on a fait des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc ouais, je pourrais pas te dire un seul moment. Et Steph Matteau, t'as gardé contact ou pas? Je lui ai pas vraiment, on se parle pas vraiment. Il y a une fois où ça m'a fait penser à lui parce qu'il y avait une interview de Patrick Mouratoglou qui tournait à un moment donné. C'était chez Légende, il est passé chez Légende. Ah, il est passé chez Légende, et puis ou alors. Et puis on faisait le séminaire dans son académie dans le sud, l'académie de tennis. À Cannes, non, c'est à Nice. C'est dans le sud, c'est pas loin de Nice, il me semble. Pas loin de Monaco, puisqu'on y allait avant le PT Monaco, mais un peu plus dans les terres. Je me rappelle plus du nom de la ville exacte où c'est. Et donc lui il disait que après je vais peut-être. Il disait juste qu'il était un peu surcoté en tant que coach de tennis et que. Allez, il fout sa merde. Non, mais voilà, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais... Et voilà. On va prendre ça pour faire le short. On prend le short perdu. Pour le short, on prend ça. Non, mais je voulais te demander si tu avais lu son livre. Non, je l'ai pas lu encore d'ailleurs. Si tu l'as ici, je vais peut-être le lire. Non, parce qu'il a été dédicacé par Steph, donc on va le garder. Et tu peux te payer un petit bouquin à 20 balles. Je le lis, après je repars. Mais je l'ai pas lu. Je l'ai vu. Il parle de toi un moment dans le livre. Ouais, d'accord. Il dit, je me rappelle. Nice bluff. Je me rappelle de ce Canadien. La merde avec Mouratoglou. Je dirais pas son nom à ce Canadien, mais. Voilà. Écoute, non, mais je t'invite à aller le lire et surtout ça a fait un beau cadeau de Noël. C'est clair. Et puis il y a plein d'anecdotes sur le team, tout ça, donc pareil, PX, je t'invite à aller le lire. Même et pour les gens qui jouent pas au poker, ça se lit facile pour le coup. Ouais, c'est clair. Non, mais après. Et on n'a pas de pourcentage. Non, on n'a jamais de pourcentage, nous, de toute façon. C'est le premier coach, on va dire, que j'ai eu qui m'a fait comprendre l'importance du mindset et du mental. Et c'est pareil, j'ai vraiment énormément retiré d'être à ses côtés. Franchement, c'était vraiment une belle rencontre et je l'ai beaucoup apprécié, il m'a beaucoup aidé. Et ouais, il m'a fait comprendre pas mal de concepts. Donc ouais, c'est clair, très bon souvenir et très, très compétent dans son domaine. Contrairement à Mouratoglou. Tiens, excuse-moi, pour conclure sur Wina et après on passe à la partie technique. Quand on devient pro Wina, on a un statut qui change forcément dans le milieu du poker. Est-ce que tu le ressens, même là ça fait plusieurs années que tu n'es plus dans le team, tu le ressens toujours? Est-ce que dès que tu as affaire à des Français, ils se rappellent vraiment à fond de cette époque? Il y a toujours, c'est vrai que
on va dire, les Français qui suivent un peu le poker, en général, ils me connaissent quand même. Donc, ouais, mais après, je sens qu'ils savent qui je suis, quoi. Ils se rappellent de ce moment où j'étais un peu plus mis en avant, quoi. Mais c'est toujours pour ma part, c'est toujours des commentaires positifs que j'ai. C'est c'était cool et tout, dans Team Wina, machin. Donc, ouais, moi, c'est un petit peu, c'est pas. On me reconnaît pas dans la rue toutes les 5 minutes, quoi. Non. Mais, même à Melun ça m'est arrivé quelques fois. Il te reconnaît pas à Melun, l'habitant. Ouais. Mais ouais, sans que ça soit un truc incroyable, mais un petit peu, quoi, on va dire, ouais. Allez, on va passer à la partie technique et ça sera juste derrière vous. La partie technique avec Chichi. Alors, déjà, pourquoi il y a 9 joueurs là ? Normalement, c'est 3. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes. C'est un méga spin. Exactement, c'est un méga spin. Et d'ailleurs, je crois qu'on est même 10 à ce moment-là. On est au super main event à 25K. Ok, c'est la bulle de la TF. Si je dis pas de bêtises. On est sur 2 millions, 4 millions, 4 millions. Je vous ai mis en blinde, hein, c'est plus facile. Qu'est-ce qu'on voit ? JNT, notre Jean-Noël Torel, chip leader à ce moment-là. Et nous, on va être dans la peau d'un joli stack. On va être au bouton dans la peau de Binder. Tout le monde va folder jusqu'à notre ami Souza qui va open 2x. Et on va se retrouver au bouton avec une paire de 8. Ok ? Vous allez me dire un petit peu ce qui se passe. On a Souza qui va open à 2 big blinds. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Tu peux avancer. Voilà, on a Souza qui open. Tout le monde fold. Et on est au bouton avec paire de 8. Est-ce qu'on flatte ? Est-ce qu'on 3-bet ? Est-ce qu'on fold ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Alors, PX, qu'est-ce que t'en penses en termes d'ICM ? Parce que lui, l'ICM, connaît pas. Hein. Ouais, après, il faut y aller par logique, en vérité, en fait. Ouais, je sais pas, après on le couvre. Après, il n'y a plus les autres stacks. Donc, alors, au niveau des stacks, on avait un short stack, vraiment qui avait 9 bigs. Et ensuite, on est dans le wagon juste devant. On est 2 à avoir un stack de 18-20 bébés. Bon, alors lui, ça a beau être un Brésilien, je vois qui c'est sur PSCom, je crois, son pseudo c'est Paga Ovelinho sur PSCom, et c'est un joueur aggro, enfin un Brésilien. Mais là, c'est la bulle TF. Hein. Ouais. Donc là, lui, il est dans un étau en termes d'ICM, parce que si je me rappelle bien des stacks qu'il y a, ça doit être le 2e ou le 3e plus short, c'est ça ? C'est ça, ouais. Donc lui, en fait, sa range là est ultra tight. Donc, il doit open vraiment un range peut-être, tu vois, genre, je pense que même paire de 8, il y a peut-être moyen qu'il fold. Ah ouais, il commence à paire de 9, tu penses ? Peut-être le bottom, ouais. Donc, en fait, 3 bêtes avec paire de 8, ici, je pense pas que ça a un grand intérêt, parce que tu fais juste empaler contre sa range tight. Enfin, tu peux pas 3 bet call, quoi. Sa range est trop forte. Donc le seul play, je pense que c'est call. Parce que fold, c'est trop tight. J'ai pas appris grand chose, moi, en étant chez ATM quand il parlait des tournois, mais j'ai compris qu'il fallait beaucoup flat au bouton. Alors, sous ICM, par exemple, on aurait le même stack et on n'aurait pas de flat. Okay. Si on avait 20 bébés. Okay. Là, notre stack, on a un stack dominant, donc on peut avoir plus de flat, évidemment, parce que l'avantage, c'est que un vilain, il ne pourra pas c-bet impunément ici. Donc, on peut avoir des flats. Effectivement, je suis d'accord, on n'a pas du tout envie de 3-bet. Ça sert à rien. On va flat. Et la small blind va se coucher, et la big blind aussi. Intéressant d'ailleurs, ce que fold la big blind. Allez, je vous le dis, il avait roi valet off. Okay. On va voir un flop. Peut-être ça donne un petit spoil. Flop, c'est valet 17 avec 2 trèfles. On a paire de 8 et le 8 de trèfle. On a Souza qui va check. Ouais, c'est pas surprenant jusqu'à présent, parce que je pense qu'ici, il devrait check proche de range, j'imagine. Pas sûr, mais là, en fait, c'est la main qui a flat au bouton. Il a souvent genre, ça se peut même que le bouton il flatte des paires de 10, peut-être paire de valet qu'il aurait quand même 3 bêtes, mais il a aussi des rois dames suités, il a des as dames suités, as valet, as 10 suites, as valet suité, as 10 suité, donc en fait il a pratiquement toujours hit ce board, donc
Donc, ouais, je pense que c'est logique que Sousa check. Donc on check. Est-ce qu'on check back de 8 ? Tu fais quoi ici à PX ? Tu check back Main moyenne. Moi, en général, j'ai tendance à check back ici. Je me dis qu'il y a quand même quelques mains contre lesquelles j'ai un peu de showdown. On a une petite équité quand même qui est là, un backdoor trèfle. C'est pas très agréable. Je sais pas si, en plus avec les stack size, est-ce qu'il pourrait se permettre d'avoir un check raise non all-in, enfin all-in tout court. Lui ? Ouais, parce que si genre on bet, je sais pas, on voudrait bet small en position, mais si on commence à bet half, est-ce que lui il a de la place de faire 7 en réalité pour fold ou le truc c'est que t'as pas envie d'avoir trop de check raise all-in parce que tu veux, là à la place de Sousa, ce que tu veux c'est limiter ton risque de broke au max. Donc je pense que t'as pas. Le problème du check raise all-in ici c'est que tu check raise all-in quoi et quand tu te fais call, la range de bet call de bouton elle est quand même très strong. Hein. On est d'accord, donc du coup il n'y a pas trop de risque. Maintenant est-ce que l'effet de protection prend le dessus sur le risque de scut parce qu'il a ici check qui check proche de range. Il y a encore du coup des trips, il y a encore plein de mains contre lesquelles on se cut. Donc pour ma part, j'ai tendance à toujours checker les underpairs. C'est le premier truc en spin qu'on apprend. Quand on a 90% de ses bêtes, le premier truc que les solvers prennent en check, c'est les paires en main. On va checker. On va donc voir la turn gratuitement. La turn est pas mal. Semi-brique, on dira, entre guillemets, mais ça apporte quand même un trèfle. 2 de trèfle, valet 17 avec le 2 de trèfle. Sousa va encore une fois checker. Est-ce que maintenant on bet ou est-ce qu'encore une fois on réalise 100% de notre équité, on check back tranquillou? Franchement, la première idée qui me vient en tête, c'est vraiment check back tranquille à ce moment-là parce que effectivement, on a peut-être encore la meilleure main quand il a pas mal de combos de d'As-Roi, As-Dame qu'on bat déjà. On value pas vraiment en fait, donc on a peut-être un peu de protection, mais comme on a un trèfle, genre le 4e trèfle nous donne la gagne aussi, donc comme ça a priori je verrais pas trop une raison de bet quoi. Je préfère check. On part pour checker PX. Yes, pareil, y a pas check. de raison Comment de faire autre chose. Tapis maintenant ou plus tard? Alors, on sait quel jeu? On joue à quoi? On n'a pas fait tapis encore. On n'a pas encore fait tapis. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va faire tapis? Ou alors, s'il bet maintenant, c'est peut-être pour avoir l'idée de transfo en bluff river, quoi. Je sais pas, mais non, moi en tout cas, j'aurais check. Pour check. On va check back. Moi, je pense que c'est très bien de check back ici, tranquillou. On check back, on va voir la river. La river, on aime bien. 9 de carreau. Okay. Donc maintenant, on a fait straight. Valet 17, 2, 9 avec 3 trèfles. Et là, Sousa va bet. Ok, il fait 2,2 blindes. Le pot est un peu plus gros normalement, on a fait 6,5. Donc il fait un petit peu plus qu'un tiers. Est-ce qu'on a un raise ici? Est-ce qu'on call tranquillement avec 2-8? Qu'est-ce que vous faites, PX? Perso, je raise. Ok, tu fais quel size si tu raises? Il reste 16 bébés derrière. Ouais. J'ai quand même envie de me faire payer par quelques combos. Je pense que je suis autour de 8. Ok. 8. Je veux pouvoir quand même laisser la place à ce qu'il pense que je puisse fold si jamais il me revient dessus. Voilà, et je sais qu'après j'équilibre en fonction de mes différentes straights, j'équilibre si j'ai le trèfle ou pas. Si j'ai le trèfle, j'ai tendance à hero call. Il y a certainement des combos à trèfle qu'il a double checké. Donc je réfléchis, est-ce qu'il a le 8 de trèfle dans sa range? Est-ce qu'il a As-8 de trèfle dans sa position? Non, on a le 8 de trèfle. Non, mais du coup, est-ce que mon 8 de trèfle est utile à savoir en bluff, après en bluff catcher plus tard, s'il peut avoir suite de trèfle, du coup, jouer comme ça. Je veux pouvoir avoir le 8 de trèfle, on va dire, dans mon bet call, dans mon raise call. Pour un peu plus voilà. Je veux juste savoir si je raise call ou je raise fold, c'est ça la seule question. Et du coup, quel est le bon size pour value du coup les mains qui ont le plus de chances qu'il ait, comme paire de 9, comme je sais pas, d'ailleurs des combos comme ça qui doivent traîner, paire de 9, peut-être un as-valet qui la bet 2 fois, ça fait block bet, on peut quand même prendre un peu de value sur quelques combos chez nous. Toi, Aladin, tu fais quoi, River? Tu raise, tu call? En fait, j'ai un peu l'impression que si t'as mis cette main, c'est qu'il a fait un truc de fou, quoi. L'erreur, il essaie encore d'avoir des rides dans cette partie technique. Non, mais parce que en fait, le truc, c'est que a priori, en fait, ma première intuition, c'était de quand on raise ici, je sais même pas si on se fait payer par moins bien, en fait. Qu'est-ce qu'il le call demain? Parce que lui, il a quand même 4 combos de roi dame suité, Sousa.
Et puis nous, c'est évident qu'on peut avoir roi-dame, quoi, enfin, dans ce spot. Donc est-ce qu'on value c'est ça, en fait, je me dis, si tu raises ici, avec la pression ICM qu'il a, est-ce qu'il va vraiment call, même s'il a brelan de 9, quoi, je suis même pas sûr, quoi. Non, quand même. Ça veut dire que sinon, il faut le de trop. Ouais, mais en fait, c'est une situation où c'est bulle TF, il y a 10 millions à gagner, tu vois, genre, c'est une situation unique, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure. Bah, c'est ça, c'est que l'enjeu est quand même très très fort à ce moment-là. Et je me dis que même dans les cas où tu raises, en fait, il est capable de trouver le hero fold de Sousa. Mais donc, en gros, ma première intuition, c'était call. Mais même là, en fait, lui, Sousa, je sais même pas si il a un bluff dans ce spot, tu vois. Il va fold, tu penses que le bouton, il va fold? Bah, sinon... Carrément. Parce que, en tout cas, moi pour jouer tranquille, tu vois, vu la situation unique, ma première intuition, c'était call. Pas clic, t'as peur de faire revenir dessus, en fait. Je pense que j'ai même pas assez de value. Peut-être je me trompe, hein, mais là, je suis à la place de Binder, je call tranquille. Ouais, je suis assez OK pour le call. J'ai un peu envie de call. Bon, on va raise. Ouais. On va prendre l'école PX. On fait 7,75. Et on va se faire jam. La gueule par Sousa. Il lui reste pas 8. Hein. Il jam. Il jam bien ses 16 blindes. Toi, PX, t'étais plutôt parti pour bet call avec ce combo. Ouais, si j'ai ce but-là. Ouais. Donc t'es plutôt ce que tu vas faire. Aladin. Non, t'es pas ta life là. Non, mais moi, c'est bet call, pas content, hein, évidemment. Hein, je sais que j'équilibre d'une certaine façon où j'ai mes trèfles là-dedans. Moi, dans ce spot-là, après, s'il y en a un qui est capable de bluffer, c'est bien ce Brésilien, là, mais je veux dire, pour qu'il te trouve une main en bluff ici, là. Et quoi, il y a As-Dame off? Peut-être, si c'est vrai qu'il pourrait avoir As-Dame off avec l'As de trèfle. Il aura pas As-Dame off, hein. Spoiler, il aura pas As-Dame off. Ouais, j'ai jamais dit la main. Non, chichi. Non, me commence pas à me brain. Franchement, en fait, c'est pour ça que je veux pas raise. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles même si, en fait, il faut pas trop considérer ça parce que normalement, ça arrive très peu, quoi, genre que tu raises et qu'il te revient. Bon, l'avantage, c'est que ça nous change pas de bloc, on reste toujours deuxième en stack avec un beau stack. C'est vrai, mais la question, c'est faut arriver à lui trouver un bluff dans ce spot et j'ai envie de dire. Ouais, si. En fait, vu que l'autre, il a checké, il s'est quand même capé à straight, on va dire, il peut pas trop avoir flush maintenant, le bouton. Donc lui, s'il a l'as bloqueur, il pourrait utiliser l'as bloqueur en bluff quand même. Il peut pas avoir des, je sais pas, ici, des As-Roi même ou des... ouais, s'il a As-Roi... As-10 ou As-Valet avec le trèfle, même, ça doit être ouais. Je sais pas s'il le sait bet tout le temps, tu vois... Ouais, si, bien sûr. Tu vois, il va oui. fois en check call après n'importe quelle street, il peut check call. Ouais. Il se retrouver là, il se dit juste j'ai l'as de trèfle, j'ai les nuts, j'ai bloqueur nuts. Ouais, exact. C'est possible quand même que, enfin, ces bluffs de toute façon ça va être ça va être As dame avec l'as de trèfle, As 10, non puisque As 10 off il l'a peut-être même pas pré-flop. Ou ouais. As-Roi, ça tient. C'est pas sûr qu'il y ait du As 10 off. Ouais, on est vraiment très bottom. Je pense pas. Donc As-Roi. As-Roi avec l'As de trèfle, possible, ou même peut-être le roi de trèfle aussi. Paire de 9 avec le 9 de trèfle. Allez messieurs, va falloir se lancer. Aladin, t'es sur un... Moi, je fold. Je fold. Ouais. Réfléchis à une main pour notre ami Sousa. PX, tu colles. Moi, j'ai mon plan, si je décide de raise, c'est pour call avec le 8 de trèfle. Okay. Et je fold avec le 100. Allez, on se lance sur les mains. Quelle main peut avoir Sousa? PX, à ton avis? Un combo. Si j'ai un combo, ça serait le plus juste pour moi, c'est As-Dame avec l'As de trèfle. As-Dame avec l'As de trèfle. Aladin. Eh ben, je vais dire qu'il a... Allez. Roi Dame suité. Roi Dame suité. Tu veux préciser le suit ou pas? Roi Dame de carreau. Roi Dame de carreau, ok. Comment au pif. Tu peux trouver au pif. Il n'y a pas de count flash possible. Ah, mais je suis bête, pourquoi je cherche il a... Attends, on a open, il a 3 bêtes ou il a juste call? Non, c'est call au bouton. J'en ai aucune foutue idée, vraiment. Tu te lances pas? Même pas une main au pif? Je suis déçu. Une main au pif, allez. Dame
7 de trèfle. On voit quand même, il a pas la main. Et j'ai vraiment. Non, mais c'est En tout cas- pour le coup, j'ai pas suivi. Je vois ton écran, il y a 4 cartes. 4 cartes. Alors, on a payé. Et donc, on va découvrir la main. Est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu? Et il avait tout simplement Roi, Dame de trèfle. Excusez-moi, j'ai dit Dame 7 de trèfle, j'ai dit Nut Flush, j'ai dit Flush, quoi. Il a pas Dame 7 de trèfle, donc ça marche pas. Il l'a pas dans sa range. Il a jamais Dame 7 de trèfle. Ouais, qu'est-ce que c'est C'est un Brésilien, il a tout. Et mais tu vois, par exemple, même Roi, Dame de carreau, pour moi, il a jamais, quoi. Parce que tu raises jamais, en fait. Il va go broke tellement polar ici. Déjà, là, il a King. Franchement, t'as Roi, Dame de trèfle ici. Bon, l'autre a quasiment pas de flush hauteur as, quoi. Tu vois. Hauteur as, il en a quasiment pas. Donc, avec Roi, Dame, t'es quand même assez tranquille. Mais t'es content quand même que quand tu jammes, il n'y ait pas snap. Tu vois, les 2 petites secondes de. Tu sais, c'est bon. T'es rassuré. Ouais, t'es quand même rassuré. Et c'est vrai que le 8 de trèfle, je suis avec 2-8. Moi aussi, d'instinct, premier coup, sans avoir vu la main et tout, j'avais quand même envie de fold. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui nous colle de moins bien, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui colle de moins bien. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que c'est une situation, il y a la moitié du field left, on n'est pas encore ITM par exemple, c'est complètement différent. Oui, c'est autre chose. Mais là, c'est le 25K des Bahamas, il y a 10 millions à gagner en fait. C'est la une DTF de l'année, tu veux être en TF. C'est ça, genre pour là, qui te retrouve un re-raise qui est moins en bluff, faut se lever tôt, quoi. Après, vraiment, s'il y avait un des joueurs de l'ATF qui est capable de le faire, c'est peut-être lui. Ouais. Mais je sais pas, je sais pas, parce que en fait, là. T'imagines, tu raises en bluff, tu te fais call, t'as l'air d'un con, genre tu finis 9ème. Surtout que t'offres une cote très intéressante quand même. Ouais. Au niveau du raise. Mais moi, j'aurais pas raise river, déjà, ça aurait simplifié le spot, quoi. Allez, soyons un peu lâches. Le pire, c'est notre principe en plus. Quand on sait pas, nous, on prend toujours la plus passive. C'est le principe dans les coachings. Moi, quand je sais pas, je fais tapis. Moi aussi. Je regardais juste avant. Comment il s'appelle? C'est celui qui. Binder? Ouais, c'est lui. Il a été slow roll à la bulle. Vous l'avez vu ou pas? Non. Ah, j'ai pas vu ça. En fait, apparemment, donc à la bulle de la TF, genre il a fait tapis avec As-Dame, mais il a été slow roll pendant 1 minute avec ses As. Ça veut dire il a bien des grinds alors pour le coup. Attends, est-ce que c'est un vrai slow roll parce que. Oui, c'est un vrai slow roll parce qu'il est le dernier à parler. Oui, mais non, mais c'est pas ça. C'est que des fois pour la télé. Tu sais, pour avoir la télé, il te lance le signal et ça se trouve, il lui a dit la main à l'oral. Non. C'est un slow roll, c'est-à-dire tapis. Regarde, watch brutal slow roll with aces on the WSOP Super Main Event. C'est-à-dire que l'autre, il a slow roll avec 2 as pré-flop, quoi. C'est tapis, genre c'est raise, tapis, et il attend qu'1 minute avec les as. Avant de dire payer, quoi. Avant de dire payer. Okay. Et l'autre, ça la buzz. En plus, il n'y a pas eu de genre buzz de pas de justice, quoi. Putain, celui-là, il est violent. Hein. Il est violent, et pourquoi celui-là. il a fait ça? Alors, il y a des chances que ce soit une grosse merde. Mais c'est qui slow roll? T'as le nom du mec? C'est qui? C'est, je vais te dire. On voit, parce que je vois tous les mecs en TF, je vois les noms. Mais lui, là. Ah ouais, je vois qui c'est. Comment il s'appelle comment? Il s'appelle. Evas. C'est quoi son nom? Waserson. Okay. Et normalement, tu slow roll avec 2 as ici, tu te fais craquer. Non? Et moi, les slow roll pré-flop, jamais. Ouais, bah oui. Jamais les slow roll. Moi, j'aime bien slow roll en Noma. En Noma, pré-flop. Avec les petits 60%. Bah, regarde mes 52%. Paf, 52%. Il n'y a pas de slow roll avant la river à ce jeu. Ça n'existe pas. Sûr. Attends, et déjà, tu slow roll pas quand il y a une canne flush possible aussi. Non. Ça, c'est vraiment. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On rappelle Spinners, donc vous contactez par différents réseaux. Bientôt en ligne sur le site. Bientôt en ligne sur le site, ouais. Voilà, et puis. Ils peuvent me contacter sur les réseaux s'il y en a. Donne ton numéro de téléphone. Quoi, sur Insta Ouais, sur Insta, c'est bien. Sur Insta, ouais. Si vous voulez avoir plus d'infos sur Insta ou sur Facebook ou les réseaux des vieux. N'hésitez pas. C'est vrai que Facebook, maintenant, c'est. Voilà, des boomers. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Clara et Héloïsa à la technique. Et puis, nous, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ah, on termine cette année 2025 avec ça, comme ça, mon petit chichi. Et oui, belle année. Voilà, on se retrouve en 2026 où on aura un mois de janvier chargé. Puisqu'on va aller à Marrakech, on va aller... on peut le dire, petit spoiler, mais on va aller à la Grindhouse. La Grindhouse de chance. La chance, c'est Juani là-bas. Voilà. Et voilà, donc on va avoir pas mal
pas mal de petits déplacements. Et un beau Marrakech à venir. Exactement. Allez, on vous embrasse tous. Passez tous des très bonnes fêtes de fin d'année. Et on vous embrasse, on vous aime, que de l'amour et de la bienveillance. Changez pas. Des bisounours. Bisous. Bisous, ciao. Tout le monde.